Salut tout le monde, aujourd'hui au podcast, on reçoit Jean-Simon Bégin. Durant la discussion, on a parlé de ses voyages dans le Grand Nord du Québec, de sa carrière de peintre, de son enfance entourée de nature, de son parcours comme photographe. Bref, une tonne de sujets ultra passionnants. On espère que vous allez aimer. Bon podcast. Bon podcast. Je suis curieux de savoir ton parcours. Moi, je le connais sommairement, mais là, j'écoutais un peu, puis j'ai lu un peu, puis tout le volet de ton enfance et autres, puis le fait que tu baignais dans un milieu relativement artistique, là, chez vous, familial. Puis ton lien avec la nature, à Cap-Rouge. Comment ça s'est passé ton enfance pour que tu arrives à devenir photographe animalier? On est pas mal tous dans les mêmes âges, fait que ça, c'est quand même intéressant de le mentionner parce qu'on a des références similaires, là. Mais tu sais, quand on était jeune, la photo animalière existait principalement dans le National Geographic. Il y avait des documentaires des fois à télé qui parlent, mais tu sais, le métier de photographe animalier, c'était pas un rêve d'enfant, là, tu sais, ça existait à peu près surtout pas au Québec. Ouais, surtout pas au Québec. L'Europe un peu plus, mais ici... Mais surtout, tu sais, c'était l'Afrique qu'on voyait. C'est vrai. C'est d'ailleurs une des causes pourquoi moi, je suis plus capable de voir des photos de safari. Non, mais tu sais... tellement longtemps. Ça fait... Il y en a, en tout cas, on est bombardé de ça. Ça change pas que c'est très beau, là. Mais c'est ça a commencé de même. Puis je pense qu'il y a aussi un vecteur principal de pourquoi je suis rentré là-dedans, c'est que mon meilleur ami d'enfance, on tripait sa nature, on chassait les papillons ensemble. Son père ramenait des insectes de l'Afrique parce qu'il travaillait là-bas. Fait que tu sais, je pense que ça a été ça la porte d'entrée. Puis quand t'es petit, les insectes, c'est à portée d'yeux, tu peux les attraper, tout ça. Il y en a beaucoup. Tu peux, puis you gotta catch them all, un peu comme les Pokémon. Non, il y a un aspect jeu puis aventure dans ça. Puis je pense que c'est juste comme naturellement, avec l'âge, tu as des moyens qui apparaissent comme l'automobile. L'appareil photo est arrivé pendant qu'on était au secondaire pour nous. L'appareil photo numérique, je parle. Puis moi, mes parents, ils en avaient des argentiques, puis j'en ai fait un peu, mais je pense pas que tu pouvais envisager avoir du fun dans le bois avec ça. Non. Puis c'est quand le numérique est apparu que, comme là, tu pouvais dire, OK, tu peux prendre plusieurs photos, etc. Fait que, naturellement, c'est allé vers ça parce que, c'est ça, l'intérêt vers les découvrir un peu toujours qu'est-ce qui était à découvrir. Moi, j'habitais à Cap-Rouge, fait que quand j'ai grandi, je pouvais aller dans le parc de la Jacques-Cartier. Puis toi aussi, tu sais, on est dans les seuls qui a connu ça, un parc de la Jacques-Cartier rempli d'orignaux. C'était vraiment beau à l'époque. C'était déjà un parc ou c'était pas encore? OK. Mais c'était moins achalandé. Ben, c'est justement, je pense, le fait que là, avec les années, la forêt a vieilli, puis l'achalandage a augmenté beaucoup, fait que ça fait en sorte que justement la faune est beaucoup moins accessible qu'elle pouvait l'être avant. Dans ce coin-là. C'est fou comment tu le sais pas. Ben, à l'époque, c'était nos premiers bugs, c'était excitant, mais tu le sais pas en temps réel, la chance que tu as, puis le facteur que ça peut disparaître ou ça peut changer dans un lifetime, dans un court laps de temps. Quand même, hein, ça n'a pas pris beaucoup. Non, vraiment pas. Puis tu sais, comme, oui, l'achalandage, mais tu sais, moi, j'ai regardé les cartes, puis tu analyses le parc, puis je pense que tu peux le voir découpé sans limite virtuelle. Tu peux voir le parc où il est découpé par Google Earth. Parce que, tu sais, c'est des territoires de chasse sur les côtés. Fait que ça donne lieu à de la nourriture. Fait que oui, les orignaux, naturellement, vont aller ça. Fait que c'est ça, tu sais, toute cette proximité-là, quand même accessible avec la faune, ça fait que t'en veux plus. Puis de fil en aiguille, tu réalises. Parce que ça, c'est un autre facteur aussi. On a grandi en ne voyant pas grand-chose du Québec. C'est vrai, en partie, Tu sais, puis là, tu fais, tu réalises qu'en Norvège puis en Finlande, il y a des caribous, il y a des chouettes, avant de comprendre qu'il y en a ici aussi, tu sais, un peu. Fait que, tu sais... C'est vrai, c'est peut-être plus connu au niveau, tu sais, de la faune puis de la nature au Québec que ça pouvait l'être il y a 20 ans, quand on était jeune. C'est sûr, Tous les documentaires animaliers, c'était pas ici. Puis encore là, il y en a pas tant que ça. Non. Aujourd'hui, mais grâce à nous, puis tout le monde qui fait ça aujourd'hui, on fait briller la nature sauvage du Québec, puis on montre que la faune est présente. Puis tu sais, je pense que au Québec, puis tu sais, toi, tu l'as fait plus que nous, l'Ouest canadien, là, si je me trompe pas, mais j'ai toujours eu l'impression que le Québec, oui, la faune était un petit peu plus discrète puis difficile à trouver que dans d'autres portions du Canada, où tu voyais du monde, des grizzlies, puis c'était de l'abondance. Fait que je pense qu'on a un niveau de difficulté un peu plus élevé pour trouver la faune.
mais ça rend l'aventure, comme je disais, comme je reviens quand j'étais jeune, trouver un papillon rare. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à l'époque, c'était un peu naïf. Là, j'avais pas d'appareil photo, fait que je les épinglais puis je les mettais dans un cadre. Puis, tu sais, c'était... Dans ma tête, j'enlevais pas une vie ou c'était pas non éthique. C'était juste comme, regardez comme c'est beau. Puis là, je le montrais à toute ma famille. Puis il y avait ce partage-là. Mais tu te rends compte qu'en vieillissant, la photographie fait la même chose. Puis j'ai transigé à la photo d'insectes. Quand j'allais au Jardin Amel, Papillon Liberté, là, j'ai longtemps fait ça. Je prenais des photos d'insectes là-bas. Puis c'est le même. Tu sais, je pense qu'on fait tout ça aussi pour dire regarde comme c'est beau à quelqu'un. Ben oui, il y a le partage qui est fort. Puis dans le fond, tu sais, de cet amour de la nature-là, c'est-tu la peinture qui est venue en premier ou c'est la photo qui est venue en premier? Étonnamment, c'est la. Ben, la peinture. Moi, j'ai une mère qui était prof d'art. Là, elle est à la retraite, là, mais tu sais, j'ai grandi avec ça. À la maison, là, j'avais un atelier, elle me faisait faire des... Fait que tous les médiums, peinture, tout ça, j'en ai essayé plusieurs, fait que je peux pas dire que c'est la peinture en premier, mais la photo était là avant la peinture, comme je la fais aujourd'hui. Tu sais, au secondaire, j'avais fait mes premières cartes de souhait là, avec des photos de papillons à l'époque, là, qu'on vendait là, parce qu'on avait une papeterie à l'école, c'était un projet d'un des profs, puis j'avais participé. Nice. Fait que la photo était là, mais tu sais, ça a vraiment été long avant que ça puisse devenir un métier puis un gagne-pain. Puis comme tout hobby, comme la peinture, ça reste un hobby tant que tu peux pas le faire à temps plein. Parce que tu fais toujours comme quand tu as le temps, puis c'est difficile de s'améliorer et de devenir excellent quand tu peux pas le faire tout le temps. C'est vrai. Fait que la peinture, ça a commencé comme quand j'avais 17 ans au cégep à spatule, puis c'est devenu vite un gagne-pain parce que j'ai fait une première expo, puis je vendais pas très cher, mais je les avais toutes vendues à la première expo, puis là, je me suis dit, ben je pourrais faire, tu sais, ça pourrait être un métier. Fait que tu sais, ça a commencé comme dans l'optique de faire un métier. Mais la photo, puis je pense qu'on a tous eu le même constat, avant que ça devienne un gagne-pain, il y avait une certaine complexité. Avant même d'y penser. Ben oui. C'est pas le réflexe premier, comme tu disais tantôt, de dire « je veux être photographe animalier ». Ou ça peut arriver pour certaines personnes, mais souvent tu commences la photo, puis ça vient plus tard. Ça part souvent de la passion avant de pouvoir aboutir vers même quelque chose qui génère un petit revenu. C'est ça. Puis c'est parce qu'en plus de ça, contrairement à la peinture où tu achètes de la peinture à l'huile, puis je veux dire, à l'époque, j'étais aux études, tout me coûte cher, là, tout est cher, mais force est d'admettre aujourd'hui que m'acheter des tableaux pour la peinture, c'est des pinottes comparé à la photo. Là. Non, c'est sûr. C'est sûr. Fait que, il y a l'aspect, ça coûte cher, ce qu'on fait. Ça coûte cher. Puis, tu sais, si on se recule encore plus de ça, là, juste parce que c'est le fun à mentionner, on est super privilégié de faire ça. Là, je veux dire, notre peuple n'est pas en guerre. On a grandi quand même dans des milieux aisés, là, comparé à d'autres. Puis, pour avoir un appareil photo quand tu es plus jeune, ça te prend quand même des parents qui t'encouragent. Là, fait que tout ça fait qu'on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mais la peinture a été un gagne-pain puis bien avant la photo pour moi. Mais côté passion, les deux étaient là. C'est complexe à rendre, à monétiser. Monétiser, oui, exact. Fait que c'est plus facile pour toi de faire de la peinture puis de vendre des œuvres au début que faire de la photo puis vendre des photos. Oui, clairement. Puis au départ, quand je faisais de la photo animalière, je le publiais sur Facebook, puis j'ai un compte, je pense, depuis 2008, puis comme c'était pas la même interface, là, puis les photos, quand tu publiais, c'était tout petit. Pas la même qualité. J'écrivais aucune histoire, c'est juste la photo, bonjour. Il y avait comme l'écosystème n'était pas en place. Non, c'est vrai. Ça a pris du temps, ça aussi, avant, parce que c'est une affaire de... T'as beau être le meilleur au monde, comme mettons, il y en a qui m'inspiraient beaucoup. Je les ai pas connus par Instagram. Moi, les grands photographes qui m'ont le plus inspiré, j'ai acheté leurs livres. Puis c'était une autre époque. Puis là, maintenant, les gens connaissent les photographes par les réseaux sociaux, mais quand ça commençait, c'était pas fait pour ça. Puis c'est un de mes amis, c'est mon meilleur ami, il a dit « Hey, tu devrais être sur Facebook. » Tu sais, c'est visuel. C'est pas vidéo comme YouTube, c'est pas comme d'autres, c'est vraiment de l'art visuel. Fait qu'il me l'a conseillé pour mes peintures. J'ai commencé par là à mettre mes peintures. Puis là, les gens connaissaient mon travail. Mais après ça, la photo, j'ai commencé à en publier. Puis c'était vraiment pas populaire au début. Là. Peut-être aussi que j'étais beaucoup moins bon, je sais pas, mais c'était pas... Il n'y avait pas le même reach que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Puis il y avait quand même pas mal de monde. C'est pas, il y a plus de monde aujourd'hui sur les réseaux, mais... C'est pas la même audience non plus. Les gens sont beaucoup plus réceptifs à ça et présents sur Internet qu'il l'était avant. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'ils se rejoignent plus de monde. Instagram n'était pas encore existant au départ de Facebook. Fait que tu sais, c'est ça, c'était mode, comme on dit, puis je pense que ça va se répéter beaucoup, là,
on a avancé avec ça, que c'était nouveau. Puis on a tout appris un peu à tirer notre épingle du jeu. Mais comme on est tout le temps en train d'apprendre parce que c'est un chemin qui n'a pas été pavé, ce qu'on fait là. C'est pas évident. Et c'est ça, quand tu n'as pas de modèle ou de personnes de qui t'inspirer ou de même au niveau justement du parcours, mais de quoi faire. C'est plus difficile que quand, mettons, tu veux devenir plombier, puis qu'il y a un cours. Il y a un cours pour ça. Non, puis les cours de photo. que ça va fonctionner. C'est ça. Même les cours de photo, c'est très c'est axé sur le portrait, le studio, la photo commerciale, et tout ça. Tout le monde de la photo nature. Il y a rien. Au cégep, moi, j'étais en graphisme, puis après, j'avais des cours d'art aussi. Mais on a eu un cours de photographie argentique, puis on développait dans le local, C'était vraiment intéressant tout ça, mais même tout le monde me disait pourquoi tu vas pas au cours de photographie de telle place, puis j'en fais depuis j'ai 12 ans, j'ai appris par moi-même, puis je suis pas le pro technique, j'ai encore plein de choses à apprendre tout le temps chaque jour, mais il y a comme un c'est ça, c'est une affaire de t'apprenais par toi-même. Tu fonces puis tu fais tes affaires parce qu'il y a personne d'autre qui te dit comment faire. Puis comme je dis, ça a peut-être été plus long pour le Québec par rapport à d'autres provinces, d'autres endroits, mais grâce à ces endroits-là, on avait au moins une idée qu'il y avait des chemins qu'on pouvait prendre qui menaient à quelque part. Oui, tout à fait. Puis au départ, moi, je le répète tout le temps, mais Vincent Munier, c'est une de mes plus grandes inspirations pour son travail artistique, créatif autour de la photo animalière. Puis, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Je regardais, ce qu'il faisait, c'était des beaux livres. Des livres d'art, tout ça. Puis, dans ma tête, c'était juste ça qu'on pouvait faire. Des livres d'art. Parce que lui, il faisait ça, puis il vivait de ça. Fait que, tu sais, les premiers calendriers que j'ai sortis, je voulais pas sortir ça. J'étais comme, un calendrier, c'est un peu... tu sais, j'avais une vision du calendrier comme c'est cheap, un calendrier. Tu sais, c'est démodé. Puis à l'époque, les premiers calendriers qui commençaient à sortir, c'était... Tu sais, le monde, c'était comme, on n'a plus besoin d'un calendrier, ça n'existe plus. Puis là, finalement, tu sais, il y a toute une économie du calendrier. Mais tu sais, c'est drôle de voir comment, des fois, il faut que tu fasses des compromis sur tes valeurs puis tes fondements, que je veux prendre cette direction-là parce que c'est comme ça que je l'entends, mais finalement, la réalité fait qu'il faut que tu ailles ailleurs pour réussir à peut-être rendre un jour, tout ça. Puis en vivre. C'est ça aussi. C'est un peu des compromis, justement, pour arriver à en faire un revenu puis que ça soit viable pour te permettre de faire tes livres d'art. Oui, c'est un revenu, mais tu sais, des fois, des expéditions qui, finalement, tu ramènes à rien, mais ça prend un revenu pour être capable de financer ça. Ben oui, parce qu'il n'y a rien de garanti dans ce qu'on fait. Là. Tu sais, veux pas, on part en disant qu'il faut que je ramène du contenu, des images, quelque chose au moins, mais tu sais, des fois, c'est la dépression. Là. Non, souvent même quand même. Tu ramènes l'expérience, mais après ça va prendre un autre voyage pour que ça soit... Non, mais tu sais, des fois, parce qu'on est tous à notre compte, des fois, quand ça fait une semaine que tu cherches, tu n'as rien du matin au soir, tu perds de l'argent, il n'y a rien qui fonctionne, c'est déprimant, là, tu sais, c'est dur moralement. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, peu importe comment on trouve la façon d'en vivre, je pense qu'il faut que tu écoutes tes limites, puis jusqu'où tu es prêt à aller pour en vivre, puis après ça, il faut que tu écoutes aussi l'audience, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que les gens veulent, tu sais. Puis il y a moyen de, tu sais, comme moi, les calendriers, j'ai trouvé une façon que je trouvais qui était plus artistique puis qui est pas super pratique. Tu sais, mettons, les grands calendriers, tu peux pas en noter, mais ça fait une belle image. Fait que ça devient... C'est une qualité qui se rapproche quand même de, genre, pas le calendrier que tu trouves dans le centre au milieu de Place Laurier. Là, tu sais, Non, une qualité qui se rapproche de quelque chose qui est un peu fine art. Tu sais, nos calendriers sont faits au Québec. Ils n'ont pas le même prix que ceux à la pharmacie qui sont 5-6$. Ou qui les donnent. Fait que là, je pense que aussi... Oui, souvent, ils les donnent. Fait que souvent, tu sais, je pense aussi que le consommateur est conscient qu'il encourage un artiste du Québec quand il achète nos calendriers, puis que c'est fait au Québec. Ça encourage vraiment... Tu sais, c'est vrai, ce truc-là, qu'il y a une économie circulaire. Puis ça fait que l'argent reste dans le coin, que ça encourage vraiment des jobs. Oui. Ils ont une part dans tout le développement de cette culture-là aussi de la photo. Parce que, oui, tu achètes un calendrier, tu vas avoir un produit, mais j'aime pas le mot encourager, mais tu supportes plus quelqu'un. Oui, supporte, moi aussi, j'aime mieux ça. Mais tu sais, tu supportes l'artiste, mais après ça, lui, il va apporter autre chose aussi. Tu sais, ça finance tes expéditions. Après ça, ça va être toutes tes publications ou des vidéos que tu fais. Ou Fait que, après ça, il y a tout cet univers-là qui est encouragé par cet achat-là. C'est vrai que le mot encourager, ça me fait penser à de quoi. J'ai fait
des dizaines d'expos de peinture à l'extérieur, des symposiums qu'ils appellent. Là, j'en fais plus parce que ça a changé. L'écosystème a changé depuis le COVID. Ouais. Mais souvent, les gens, ils vont t'encourager ou ils vont te dire lâche pas. Lâche pas. Puis je trouve ça tellement drôle, l'espèce de comment dire, autour de tout ce qui est artistique, de la photographie ou la peinture, comme de quoi c'est difficile d'en vivre ou c'est toujours un acharnement de payer son loyer, alors que je pense que tous ceux qui réussissent bien dans ces domaines-là ont une mentalité d'entrepreneur. Ouais. C'est pas de dire je vends des produits, mais je suis capable de faire des produits avec mon art. Puis ça dénature pas l'authenticité de mon art, ça dénature pas qui je suis. Mais je pense qu'il faut avoir une petite mentalité d'entrepreneuriat pour comprendre que ça prend des revenus. Ouais. Ça prend une stratégie marketing, ça prend... Il faut que tu crées une image, pas nécessairement fausse, mais je veux dire, les gens sont accrochés à une image quand ils achètent un produit. Fait que, tu sais, c'est d'avoir ça en tête, puis d'enlever l'espèce de mythe de l'artiste... moi, je passe une voix comme l'artiste, de l'artiste passionné qui n'est pas capable de faire ses livres comptables. Ou, non, je comprends. Mais tu sais, c'est parce qu'après ça, à un moment donné, la réalité te rattrape. Là. Je veux dire, t'es justement avec... T'as beau être passionné, t'as beau faire quelque chose de beau, ça n'amène pas un revenu si tu ne vends pas des produits ou des services qui sont reliés à ça. C'est comme plate parce que il y en a pour qui c'est une espèce de non-sens, d'exploitation, de comme, OK, vivre la photo nature des animaux, mais après ça, si tu veux continuer à faire ton art puis à le faire, c'est là que c'est... oui, ça peut être un hobby. Quelqu'un peut faire ça par un hobby, mais si tu veux en vivre, il faut qu'il y ait des revenus qui sont reliés à ça. Puis, sinon, tu peux pas continuer à le faire. Ça prend une source de revenus. On a tout un loyer, une voiture. Ça vient avec la maturité aussi. Là, pour ma part, là, en grandissant, c'est ça, la réalité te rattrape. Ça dépend aussi du contexte de vie, de où tu veux aller avec ça. Tu veux-tu un revenu plus stable? Il y a plein de façons de faire ce qu'on fait. Il n'y a vraiment pas juste une façon de le faire. Puis, on se fait tout demander par des jeunes photographes comment vivre de ça, tout ça. Puis, c'est tellement drôle parce que leur réalité, dans 10 ans ou dans 5 ans, quand ils vont, mettons, ils vont être un peu plus vieux, on la connaît vraiment pas, nous autres. Juste nous autres, il y a 5 ans ou 10 ans. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. On peut pas savoir dans ce... C'est vrai qu'on est la première génération de photographes qui vit de ça. Là. Il y en avait peut-être un ou deux avant, puis c'était plus d'enseignement. Mais ce qu'on fait là, c'est vraiment comme on est les premiers en chemin là, puis c'est le fun, ça va bien, l'écosystème grossit, mais on ne sait pas ce qui va arriver dans 5 ans, comment ça va être perçu, avec l'avenue de l'IA aussi. Comment ça va nous impacter? Fait qu'en ce moment, on peut juste faire de notre mieux. Puis... exact. On regarde en avant. Regarde en avant, mais tu sais, c'est ça. C'est un drôle de métier, puis on est chanceux de le faire. Puis toi, tes débuts, justement, dans ce métier-là, ça s'est passé comment quand tu as fait ta transition entre faire ça comme un hobby, puis quand tu as décidé de partir de manière professionnelle, justement? À la base, la photo, je dirais, c'est mi-vingtaine, ça commençait à être un revenu, puis que je pourrais... Ça dépendait du mode de vie. J'avais une maison à l'époque, puis je pense que ma vie me coûtait beaucoup, beaucoup plus cher qu'elle me coûte là, étrangement. mais c'est... Tant mieux. Oui, tant mieux, c'est que j'ai apporté certains changements. Il y a eu des gros changements dans ma vie qui font que j'ai priorisé qu'est-ce que je voulais faire de ma photo et de ma peinture. Puis j'ai un peu construit ma vie autour de ça. Fait que le noyau de ce que je fais dans la vie, c'est la photo, la peinture. Puis j'ai essayé un peu de marier tout ce que je faisais autour de ça. Après ça, la peinture, comme je disais tantôt, ça a toujours été un revenu étonnamment plutôt stable parce que je faisais le même nombre d'expos par année, je sortais à peu près le même nombre de tableaux. Puis avec les événements que je faisais, ça allait rondement. La photo boutique en ligne commençait. C'était pas la folie, mais je vendais juste des calendriers au départ, puis ça se vendait très bien. C'était un produit quand même pas trop commun. Puis que ça a changé. Hein. Mais c'est correct, ça nous pousse à être plus créatifs dans ce qu'on offre et tout. Mais après ça, c'est ça, je pense que avec les changements que j'ai exercés, mon mode de vie s'est mis à me coûter beaucoup moins cher. Puis j'avais une certaine liberté financière qui me permettait de faire ça temps plein sans avoir peur de payer le loyer à la fin du mois ou tout ça. Fait que ça a été comme une remise à niveau. Ça fait 6 ans de ça à peu près. Une remise à niveau de
qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie, tu sais. Puis je pense que d'avoir un coup de vie qui est de base permet de faire beaucoup de choses intensément sans être stressé. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est des domaines... moi, je connais des artistes, tu sais, qui sont... que j'admire, là, des peintres ou des photographes que j'admire, mais qui n'ont pas su, mettons, rendre leur art très... pas commercial, mais le bien le commercialiser, puis qui ont de la misère à en vivre, puis je me demande, tu sais, comme à chaque mois, ça doit être stressant. Je pense que, justement, si tu prends ton temps, puis tu remets tes valeurs en place, de savoir qu'est-ce que vraiment tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce qui te passionne, puis tu construis autour de ça, puis tu t'enlèves certaines choses, tu sais, de confort ou de choses que tu juges qui sont pas nécessaires à cet objectif-là, ben, tu peux les pratiquer sans avoir de pression, puis je pense que sans pression, ça permet de le faire d'une belle façon. Plus naturellement. Plus naturellement. Ouais. Parce que veut pas ce qu'on fait, je trouve, puis en peinture aussi. Il n'y a pas grande différence entre la peinture et la photographie de Maillard, à part dans l'approche. Puis la démarche, on crée une image. Ouais. Cette image-là répond à des règles, puis on partage cette image-là. C'est de l'art visuel. Fait qu'à partir de là, puis on se dit qu'on est créateur, il y a une démarche de création. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend du temps. Ouais. Puis en photo de Maillard, tu dépends de ce qui apparaît devant toi. En peinture, tu dépends de ce que tu vas projeter sur la toile. C'est juste une démarche qui est différente, mais qui finalement va produire une image. Fait que cette espèce de liberté de temps-là, je pense que c'est nécessaire pour justement être bien en le faisant. Pas avoir la pression de dire hey, ça me prend une image, ça me prend ce contenu-là. Puis cette pression-là peut pousser justement à des comportements qui peuvent être nuisibles, surtout en photographie de Maillard, être nuisibles à la création du contenu. Puis on en jasait plus tôt, là, la réalité d'aujourd'hui maintenant, quand tu commences la photo, VS nous, quand on commençait, puis qu'il n'y avait pas vraiment cette pression-là des réseaux sociaux, je pense qu'on peut dire qu'on a eu la chance de créer notre démarche. Parce qu'on n'avait pas d'autre chose à faire. On ne créait pas pour Facebook. Non. On faisait une image parce que, bon, de un, on est passionné. De deux, Facebook venait après parce qu'on le partage après, mais tu sais, à la base, c'était pas comme je fais une image, j'ai hâte de la poster. Maintenant, c'est que ça. T'sais, beaucoup de gens vont embarquer puis ils ont connu ça à cause des réseaux sociaux. Fait qu'ils vont être sur le terrain puis en créant l'image, ils vont créer une image qui va être populaire. Puis ça, je trouve, c'est pour ça que je dis qu'on est chanceux, on n'est pas meilleur qu'un autre. On a grandi dans un autre écosystème. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ça qui serait important, c'est que les gens prennent le temps de peut-être juste prendre le temps et se questionner qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je veux que ma vie soit basée ou pas autour de ça. Puis déconnecter ça des réseaux sociaux, juste le temps, de prendre le temps. C'est dur à faire en plus. Là. C'est la partie un peu oublier les médias sociaux quand tu crées tes photos, c'est quand même rendu plus challengeant, surtout pour quelqu'un qui a commencé là-dedans. Comme tu dis, nous, c'était comme un peu pré-médias sociaux, ou du moins pré-boom médias sociaux. Là. Fait qu'on n'avait pas forcément ça en tête quand on était sur le terrain, mais je serais menteur de dire que j'y pense jamais quand je suis dans une expédition. Non plus, je veux dire. C'est comme rendu la nouvelle réalité, mais pour quelqu'un qui a commencé là-dedans puis qui demande justement comment en faire un métier, la réalité des médias sociaux est devenue tellement, tellement présente. Là. Fait que c'est un autre challenge. Mais tu encore là, est-ce que tu penses vraiment quand tu es sur le terrain, je vais faire une photo en pensant que ça va pogner sur le réseau social? Je pense que c'est plus que oui, c'est un... tu prends une photo, tu la partages, tu vas faire un print, whatever. Mais tu la prends pas en fonction que tu sais que ça va pogner. Non, exact. On reste quand même, en tout cas, dans mon cas, là, moi, je veux faire une belle image. Puis après ça, si ça pogne pas ces réseaux, mais, tant pis pour eux autres. Mais je vais la partager pareil parce que je sais que je l'aime. Mais c'est sûr que après ça, tu dis, crime, ça c'est sûr. OK, oui, ça va pogner, mais je l'aurais pas fait en fonction de ça. Dans mon cas. La photo, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ce que je peux difficilement nier, mettons, c'est tout ce qui est l'avenir des Reels. Les vidéos. Tu sais, je veux dire, si en tout cas, j'ai gagné beaucoup de followers à cause des Reels, puis maintenant, je prends mes photos, ça vient toujours après. Là. C'est toujours si j'ai le temps, puis qu'il y a vraiment l'animal coopératif, je vais faire un Reel. Mais ça me dérange profondément de dire, OK, je vais filmer à la verticale, une vidéo qui sert absolument à rien à part ça. Puis je vais faire un slow-mo, puis j'étais avec Anne, filme-moi, je vais avec ma caméra, parce que c'est ça qui... Puis tu sais, comme, quand on parlait de compromis, ça, c'en est un, tu sais. Je le fais parce que ça crée de l'engagement, puis ça va peut-être m'aider à vendre plus de produits.
c'est pas nécessairement la partie de mon travail que je préfère. Pas du tout. Ouais. Mais là, j'ai décidé de le faire, ça fonctionne bien, puis tout. Mais ça dénature complètement ma démarche. Ouais. Tu sais, c'est... Mais si ça t'empêche pas de faire... Je le fais toujours tu après, ferais, c'est ça. Tu sais, au moins, mais c'est vrai qu'on en parlait. En plus, on a eu une question dans notre Q&A qui parlait de ça, tu sais, mais c'est sûr que ça a changé la donne complètement sur même la quantité de temps que tu passes à faire ça par rapport à même faire des photos. Là, tu sais, mais c'est qu'avant, on n'avait même pas besoin d'y penser à ça, en fait. Là. C'est comme Non, devenu non, la c'est nouvelle ça. réalité, puis moi, je le vois comme une adaptation qu'on a comme pas le choix, mais on a plus ou moins le choix de le Ouais, faire. Là. non, C'est-à-dire Si que tu veux être vu, faut être tu présent. n'as pas trop le choix de le faire. Parce C'est que ça. si tu fais juste mettre des photos... Ouais. Puis, tu sais, Instagram, c'est tu connu, parlais hein. justement quand on a commencé Facebook, tu sais, c'était même pas encore là, mais Instagram, c'était au début, c'était surtout la place pour comme t'avais que des photos, tu sais, t'avais plus toutes les discussions puis les trucs de Facebook, puis là, Instagram, ça rendu presque que des vidéos. Ces vidéos. Ben, c'est à cause de TikTok qui était venu chambouler encore une fois les réseaux sociaux. Ça a même changé Facebook aussi et tout, mais c'est fou. Tu sais, veux pas, si une app est pas juste photo puis que tu as des vidéos à travers ça, les vidéos vont toujours être plus captivant pour... Même nous, là, je veux dire, quand je suis je scroll une vidéo, tu sais, on regarde un autre, OK? Puis on est accro à avoir l'espèce de dopamine, de rire. C'est sûr. Puis quand tu viens mettre ça dans une application qui était silencieuse et visuelle, tu viens de tuer l'art visuel. Là, ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, encore plus, vous le savez, là, le cellulaire est gros de même. On scroll, tu mets une horizontale vs une verticale, elle a beaucoup moins de temps d'écran quand tu scrolls. Puis si en plus tu travailles dans une image minimaliste... non, exact. Fait que ça, c'est très, 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 très triste pour l'art. Puis vraiment, tu sais, si tu regardes, c'est quand même ahurissant puis aberrant de réaliser que tu prendrais des photos du livre de Vincent Munier, mettons un Solitude, là, c'est un livre, un double livre qu'il a fait. Toujours des animaux qui sont seuls, tu sais, des fois un petit animal tout blanc. La page est blanche, tu sais, puis une autre page très épurée, j'adore ça. C'est quand même aberrant de dire qu'il créerait un compte aujourd'hui, mettrait ses photos. À part nous, dans photo, qui ne pognerait pas, il n'y aurait pas de followers. Pourtant, c'est un des plus grands au monde, puis il y a une démarche de fou. Fait que c'est très triste de voir, puis j'espère que la société va pas juste aller dans cette direction-là, parce que c'est un nivellement vers le bas. De beaucoup de sphères de l'art visuel. Mais je pense qu'il... Vas-y, excuse. Non, mais j'allais juste te demander, justement, y a-tu des images sur tes réseaux que tu mets pas... Ben, en fait, vous, là, les deux. T'es là aussi. Non, mais tu sais, y a-tu des images que t'aimerais publier, justement, qui sont plus minimalistes, puis que finalement, tu mets pas... Ben, je pense qu'on a déjà jasé, c'est définitif. Ouais. Je le fais plus. Puis tu sais, si tu regardes mon feed en ce moment, il est très tape à l'œil. Veux pas, je vais publier des photos qui, en un instant, vont capter ton attention. Par contre, si tu regardes mon livre, tu vas avoir plein de photos que j'ai pas publiées. Puis je suis comme, ben là, ça, c'est un endroit où les gens vont avoir le temps, l'ambiance, l'environnement pour l'apprécier. Puis ils vont prendre le temps aussi. C'est rendu tellement rare, ça. Sur Internet, on ne prend pas le temps. Là. C'est de la consommation rapide, puis je m'inclus clairement là-dedans aussi. On est tous pareils. Là-dedans. Mais le livre, c'est comme tu dis, c'est ça la beauté, c'est qu'il y a quelqu'un qui va aller s'asseoir avec une tasse de café, puis qui va prendre le temps de regarder chacune de tes photos dans ton livre. Ça, man, c'est magique. Là. Tu sais, nos photos, là, je pense pas que c'est une forme d'art qui est vouée à être sur un écran. Personne, je pense, voit ça comme ça. C'est quand elles viennent imprimer, quand on fait des prints ou Canva, tout ça. Puis dans un livre, c'est là que notre photo prend vie, puis c'est à cause de l'aspect texture. À cause de l'aspect... juste du toucher. Puis tu sais, il y a quelque chose de... Un peu de la je dirais pas une cérémonie, mais tu sais, il y a quelque chose, une expérience autour de... Comme tu dis, prendre ton café puis d'ouvrir c'est sensoriel. Tu sais, c'est pas comme genre scroller justement sur un... Ah oui. Il y a quelque chose de différent entre, tu sais, juste même le médium, tu sais, d'avoir un écran qui t'émet de la lumière, puis tu sais, je sais pas, il y a un fil différent entre regarder une photo qui est imprimée dans un livre ou juste la regarder sur Internet. Oui, puis il y a une question de dimension aussi, là, tu sais, mettons le format que tu choisis pour ton livre quand tu as une photo qui est peut-être 8,5, 11 ou plus grande versus un écran de téléphone, c'est pas pareil. Là. Il y a tout le concept du livre aussi, la thématique du livre. Tu peux pas faire ça avec une série. Même une série d'images sur Facebook, tu vas avoir 3-4 images. Puis tu vas avoir une série, mais c'est pas dans un ensemble. Puis, non, c'est le contexte.
Puis, tu sais, on choisit des papiers, on choisit un format. Toutes ces décisions-là, quand la personne a ça dans les mains, ça l'affecte. Tu sais, dans mon livre, c'est drôle, je ne veux pas porter de jugement par rapport aux gens qui font ces commentaires-là, mais dans mon livre, il y a Contemplation 2, puis le 1 aussi, là, c'est des livres sur l'hiver. Puis il y a beaucoup de pages où tu vas tourner une page, il y a une photo qui ne prend pas toute la page. Tu tournes l'autre page, c'est blanc, puis il y a une autre photo. Fait que sur 5 pages, j'ai imprimé 2 photos, grosses dans même. Puis j'ai joué avec ça, c'est tous des choix volontaires. Puis ça me coûte pas plus cher d'imprimer des photos en petit, ou juste, ça me coûte pas plus cher d'imprimer sur ces pages blanches-là. C'est un choix éditorial qui fait que tu as de l'espace pour apprécier une photo. Tout comme, tu sais, les gens, quand ils achètent un tableau ou une photo, ils vont vous demander aussi, tu sais, comment je le place, ou dans le décor, où est-ce que je mets ça. Tu sais, je dis toujours, ben, tu sais, essaye de pas tout coller. C'est un choix aussi. Tu peux tout faire une mosaïque, mais tu peux aussi mettre une œuvre, puis laisser la place autour pour qu'elle respire. Ce vide-là, ce rien-là est nécessaire pour l'œuvre, pour qu'elle puisse s'exprimer. Tu sais. Exact. Mais c'est comme dans la photo, l'espace positif et l'espace négatif dans une image que tu vas faire, ben là, tu as exactement la même chose, la même démarche avec ta page de ton La page, c'est comme la photo devient dans le... C'est comme ça, t'as raison. T'as raison. Puis tu sais, quand je disais que je voulais pas porter de jugement de valeur, c'est que j'ai eu quelques commentaires. Tu sais, c'est toujours une minorité. Puis c'est toujours ça, là, on se rappelle des 2 mauvais commentaires. Puis, mais c'est toujours... Moi, ça m'obsède des fois, là, tu sais, j'ai le mauvais commentaire parce qu'il y a de quoi qui me choque, tu sais. J'ai eu des commentaires par rapport à est-ce que le livre est défectueux, il y a beaucoup de pages blanches. Puis ça, c'est beaucoup plus profond que juste dire « Ah, cette personne-là n'a rien compris. » C'est de dire, je pense, le beau livre au Québec, livre d'art, le livre que tu vas acheter, puis tu l'achètes parce qu'il est beau, c'est pas un livre à lire, là, c'est un livre... à contempler. À contempler, c'est ça. Il est presque rendu inexistant. Puis la raison est simple, c'est que la majeure partie des maisons d'édition vont pas risquer le coût d'opération de ça, VS le revenu. Puis je l'ai fait l'exercice, là, c'est vrai. Là. Pour le même nombre de calendriers, VS le même nombre de livres, je fais presque la même quantité de profit. C'est juste qu'il y en a un qui me demande d'investir 4 fois ou 5 fois plus. Ouais, exact. Puis le travail du livre n'a aucun rapport avec celui d'un calendrier. Fait que tu sais, c'est facile à comprendre, mais moi, pourquoi j'ai commencé à faire des livres, pourquoi je trouve ça intéressant, puis ça me ramène aux commentaires, c'est de dire, tu sais, on est des pionniers dans... Je veux nous appeler des pionniers au Québec parce que, tu sais, on n'a rien inventé, là. Puis il y en a d'autres qui le font, mais on le fait tout d'une manière qui nous est propre. Puis je pense qu'on a ce pouvoir-là de dire, on peut essayer des choses ou changer certaines choses pour donner une direction et influencer le cours des choses ou le futur. Donc, en voyant ça, puis en disant, hey, moi, je suis rendu que j'achète des livres à 375$ qui viennent de France. Je le fais. De Vincent. C'est cher, de Vincent surtout. Je les ai toutes. Il n'y a pas une fois que j'ai pas ressenti des émotions en ouvrant ce livre-là. Puis, je suis arrivé chez mes imprimeurs. Tu sais, le premier livre que j'ai fait, Contemplation, je suis arrivé, j'ai fait, hey, je veux faire ça, je veux ce papier-là. Tu sais. Puis, ah non, au Québec, on n'a pas ce papier-là, pas le procédé, la reliure, tu sais, on fait pas ça non plus. Fait que, tu sais, il a fallu s'adapter, mais ça m'a fait comprendre qu'il y a des endroits comme l'Europe qui ont une culture du beau livre, qui ont une histoire du beau livre qui dépasse tout ce qui existe au Québec en ce moment, autant dans l'acheteur que dans la production. Puis c'est le constat que j'ai fait. Je veux dire, j'en voyais pas en librairie. Puis s'il y en a un, c'est 2 exemplaires qui sont là, puis il y a un coin de pété, fait que personne l'achète. Fait que tu sais, c'est... Puis je comprends les décisions là, d'éditeurs parce que c'est irrationnel de dépenser des montants comme mon dernier livre que j'ai dépensé, là, juste parce que je voulais un papier mat. Puis, tu sais, au final, je pense pas faire ça. Tu sais, oui, c'est le fun, ils sont rentables. Mais ma motivation personnelle, c'était d'être fier de ce qui sort, puis de me dire, ça, j'aime ça. Ça, c'est ma démarche, c'est ce que j'aime en photographie. Puis, ça vient qu'un certain prix. Mais plus il va en avoir des livres au Québec comme ça, comme les tiens, comme ceux de Maxime qui vient de sortir, puis toi prochainement. C'est tout, c'est presque prêt. Mais... OK. Mais tu sais, plus on en fait, je veux dire, c'est ensemble, plus on en fait des livres, plus il va en avoir de disponibles, mieux ça va être pour toute la photographie animalière. Il va y avoir une certaine éducation. C'est pas qu'on éduque les gens, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir un livre qui traîne chez quelqu'un.
Là, il y a des gens qui arrivent. Il y a un beau livre, ça. Puis une espèce d'éducation au beau livre va se faire dans comme société québécoise. Mhm. Ça va devenir, je crois, une partie de nos traditions d'acheter des livres, de les laisser traîner. Puis c'est un objet livre. Il traîne, il est beau, on le regarde. Fait que je pense que tout ensemble, ça, plus on en fait, mieux ce sera. Puis les gens écriront plus de commentaires de « Hey, je pense que t'as pas tout imprimé les pages. » Ben, c'est toute une culture à bâtir, en fait. Puis tu sais, la photo, ça l'a encore aussi, mais tu sais, ça a longtemps été perçu comme, en fait, pas nécessairement de l'art, tu sais, ou un produit que tu peux juste prendre, puis c'est facile, tu prends un clic, tu sais, puis j'ai pas besoin d'acheter les droits d'auteur pour utiliser une photo. Non, mais c'est vrai, jamais tu ferais ça avec une peinture d'un artiste, tu sais, ou jamais tu vas dire c'est 3 ou 4 coups de pinceau, c'est facile à faire une peinture, tu sais. Mais la photo a toujours eu un peu cette... En tout cas, ici, là, en tout cas, dans ce que j'en ai observé, tu sais, un peu c'est quelque chose de facile puis qui est pas qui a pas de valeur artistique, alors que... Puis je pense que c'est tout ça qu'on construit petit à petit, là. Après ça, c'est tranquillement, mais on atteint... Non, mais c'est vrai, là, ce que tu dis, là. C'était très documentaire aussi avant, tu sais, en tout cas, quand on a commencé, c'était plus... il n'y a pas grand monde qui faisait des photos avec juste des ombrages ou des silhouettes. Ouais, le monde pensait que c'était des photos ratées. Ouais, c'est ça, ben tu sais, c'est un peu comme... c'est ça, comme tu parles avec ton livre, il y a des pages il y a une erreur d'impression, mais il y a une erreur sur ta photo, on voit pas c'est quoi le sujet, ou on voit pas le détail de l'œil, ben tu sais, ça, c'est tout en train de changer. Puis, c'est tout ce qu'on avait connu, tu sais, tu regardes les photos qu'on avait accès quand on était juste, c'était le guide des mammifères du Québec, puis là tu regardes dedans, puis c'est l'animal. C'est sur les forums, c'était juste des photos. Oui, c'était des belles photos, mais des oiseaux en vol, tout ça, très, très documentaire. Mais moi, je voyais jamais des forums comme Nikon Québec ou Québec numérique, puis tout ça, t'avais des trucs, mais t'avais peu, ou en tout cas, ou pas de trucs artistiques qui étaient là-dessus. Là. C'est vrai. Fait que c'est pour ça que c'est... à bâtir. C'est autant ton livre que d'autres façons. Je trouve ça important la façon dont les photos sont présentées parce que ça change complètement la perception de l'image, justement. Tu sais, si je vous montre une photo sur un sous-verre puis je vous montre la même photo dans un grand cadre avec un verre Art Glass sur un papier Fine Art, tu sais, la perception, là, tu vas dire, OK, ben il y a un artiste puis il y a quelqu'un qui fait de la photo, un photographe, peu importe, mais c'est juste la façon de le présenter puis des livres que je considère comme beaux-arts avec un bon papier, une belle présentation visuelle, mais là, tu catches que comme, OK, il y a une démarche, il y a des pensées, il y a une approche. Fait que finalement, c'est aussi artistique que n'importe quel autre métier d'art. C'est ça, c'est qu'il faut qu'on réalise beaucoup. T'sais, on est des créateurs, des artistes. C'est ça, comme tu dis, il y a un stigma de photographe, c'est un aventurier, c'est un scientifique à la limite, s'il va aller documenter. Puis c'est pas faux, tu sais, je pense qu'on est là-dedans aussi parce qu'on aime l'aventure, tu sais, il y a un côté... c'est un mix de tout ça, mais effectivement, puis je pense que beaucoup de nouveaux photographes rentrent là-dedans sans jamais s'être perçus eux-mêmes comme des artistes, puis c'est peut-être à connotation péjorative pour certains artistes, mais on peut appeler ça créateur, tu sais, tu crées une image, tu crées une œuvre, puis tu sais, c'est même bizarre de dire, quand on parle d'une photographie animalière, de dire une œuvre, mais tu sais, on devrait commencer à l'intégrer, ce mot-là. C'est des œuvres qu'on fait, c'est des œuvres qu'on présente. Puis même ceux qui le savent pas, c'est des artistes. C'est plate à dire, mais ça ferait en sorte que beaucoup de gens comprendraient que en voyant qu'ils sont des artistes qui créent quelque chose, ça changerait peut-être leur façon de le faire. Ouais. Mais c'est peut-être avec le... Tu sais aussi, pour revenir un peu aux réseaux sociaux, mais tu sais, les réseaux sociaux, ça prend du volume. Puis tu as peut-être moins l'impression de créer une œuvre quand tu publies 3 photos par jour. Ouais, c'est sûr. Tu as peut-être moins l'impression, justement, de... Puis tu sais, les réseaux, ça nous force un peu à ça, parce que tu peux pas... tu mettrais une photo par semaine, ça serait vraiment pas assez. Ou en tout cas, après ça dépend de ce qu'on veut faire avec, mais ça prend une présence qui est tout le temps là, puis qui... Fait que tu sais, c'est peut-être pour ça qu'on a peut-être un peu moins l'impression, justement, de créer une œuvre, puis de juste comme créer un produit, ou juste quelque chose qu'il faut qu'il pogne. Non, c'est fâchant. Moi, ça me fâche à bien des égards. Là, c'est en étant très transparent. Je pense pas qu'il y ait personne qui trippe à dire « il faut que je publie ». Mais tu sais, moi, j'essaie de publier comme à chaque 2 jours, puis quand je suis en action ou à l'extérieur, ça se fait bien, le jour, j'ai le temps, mais
c'est lourd, puis c'est pas... On nous disait tantôt, on fait pas ça... Ben, nous autres, on n'a pas commencé à faire ça pour ça. Non. Ouais. Puis c'est devenu nécessaire, puis il y a de plus en plus de photographes, puis il y a de plus en plus de calendriers. Fait que veut pas, il y a une certaine compétition, parce que moi, si je vends plus de calendrier, ça va être difficile de continuer à vivre de ça, tu sais. Fait que pas le choix d'embarquer là-dedans, puis il y a toute cette complexité-là qui apparaît, qui n'était pas là il y a 5 ans, tu sais. Ça va tellement vite, puis c'est dur de tout le temps faire les bonnes actions de qu'est-ce que j'aurais dû faire, tout ça. Mais effectivement, on est noyé là, de contenu, puis comme tu dis, il y en a qui publient 3, 4, 5 fois par jour. Puis je suis comme... On le sait qu'il y a un fil d'actualité. Puis mettons, il y a 1000 personnes qui regardent ce fil-là. S'il y a 5 photos qui sont publiées par jour dans le créneau à nature sauvage, ben ils vont les voir les 5. S'il y en a 200, ils ne peuvent pas y voir les 200. Il y a juste 1000 personnes. Puis un certain temps donné, fait que veut pas, on est noyé, inondé. Puis ça revient à dire que... plus on en voit, moins on est frappé par ça. Ouais. C'est ça qui est triste un peu, c'est qu'on devient habitué. C'est drôle parce qu'il y a de plus en plus de photographes, il y en a de plus en plus des bons aussi. Tu sais, veut pas. Puis on devient un peu habitué à ce qui, il y a 5 ans, aurait été exceptionnel. Ce qui fait qu'il y a des gens, puis on en suit des photographes qui sont plus low profile un peu, puis qu'ils prennent 5 ans pour faire une photo, puis c'est souvent nos préférés. Nous, on le sait, le travail qu'il y a derrière. Puis ils n'ont pas de reach, ils n'ont pas de like, certains, je sais. Mais ils n'en ont peut-être même pas besoin, en fait. Ils n'en ont pas besoin, mais tu sais, c'est plate que ce ne soit pas eux. Il y a des photographes, moi, que je regarde, puis je suis comme, hey, ils devraient avoir plus de likes que moi. Ils devraient avoir plus de followers. Ça, c'est une démarche qui m'impressionne, puis que je juge qui nivelle vers le haut. Ben oui, vraiment. Mais je pense que je le souligne pour tout le monde, nous inclus, mais aussi, surtout pour les jeunes qui débutent là-dedans. Tu sais, le nombre de likes et le nombre de followers n'est pas un gage de qualité par rapport aux images. Puis ça, c'est tellement important. Puis il faut pas se laisser berner puis se faire avoir là-dedans. Quelqu'un qui veut travailler là-dedans, c'est pas un gage non plus de revenu qui est associé à ça. Ça, c'est vraiment important aussi. C'est pas parce que tu as 400 000 followers que tu vas en vivre. Ouais, des fois, ça peut aider pour certaines choses. C'est une façon. Non, c'est ça, exact. Mais effectivement, c'est pas... Non, ça, c'est vraiment important. Là, vraiment. Puis je pense qu'il faut vraiment, au contraire, pas se fier à ça. Non, c'est ça. Parce que c'est trompeur. Là, on le voit passer. Nous autres, il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de likes. Puis en tant que professionnel, on fait ça depuis très longtemps, les trois. Il y a plein d'autres qui font ça depuis longtemps aussi. On est capable de juger. On a été juge pour des concours aussi. On est capable de juger de la qualité d'un travail, tu sais. Sur certains critères, juste vraiment avec distance, de dire, bon, cette image-là est réussie, la difficulté de l'animal aussi, la difficulté, le contexte, on est capable de savoir très souvent aussi où ont été prises les images, parce qu'on connaît quand même bien le territoire. Puis c'est fou des fois, là, tu vois des choses que, surtout Facebook, je pense, parce que la communauté est un peu plus âgée, mais tu vois des choses qui ont des dizaines de milliers de likes, incompréhensibles. Ouais. Puis là, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est sur les pages, c'est des trucs de fou. C'est des trucs qui ont... Des harfans des neiges avec des collerettes, puis puis là, il y a 120 000 likes. Wow! Exact. Non, ça n'a aucun sens. Mais tu vois, moi, ça, c'est niaiseux, là, mais ça m'a un peu aidé dans ma propre prise de conscience que, OK, mais le harfan des neiges qui est en vol avec 3 jeunes harfans, je veux dire, c'est complètement irréaliste, ça a 100 000 likes. Ben, ça me résonne, moi, en me disant que si ma photo elle a 100 likes, ça veut pas dire parce que ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Mais avant, mettons, t'embarques dans le cercle vicieux de crime. OK, dernière photo, elle a eu 1000 likes, puis là, celle-là, elle en a 100. Fait qu'elle est moins bonne que l'autre. Puis après ça, tu réalises que le faux harfan des neiges, il y en a 100 000, puis t'es comme, OK, ma photo était pas mauvaise. Finalement, c'était juste... Mais c'est l'algorithme. Mais tu sais, avant l'épisode, on parlait de pourquoi j'avais arrêté d'aller beaucoup sur les réseaux. Là. Puis ça, c'est une des raisons, entre autres, parce que en tout cas, moi, c'est ça que ça me faisait. Ça me down tout le temps. Tu fais comme, j'aurais pu faire ça. On parlait avec Louis-Pierre aussi du FOMO, là, le Fear of Missing Out. J'ai manqué ça, j'aurais pu faire ça. Mais, ou tu sais, OK, mais pourquoi ça marche? Je vais publier ce type d'image-là parce que j'ai vu que celle-là a pogné aussi, au lieu de publier celle-là que je voulais publier. Fait que tu sais, c'est tout le temps un peu le fait d'être constamment en train de regarder ça, puis tu sais, on finit par se comparer aussi, puis on dirait que ça finit tout le temps par trotter en arrière-tête, puis en tout cas, parce que même en étant conscient, là, tu sais,
on le dit là, sur la table, on est conscient, on le sait. Ouais. C'est vraiment difficile de se détacher émotivement de tout ça. Là. Ben ouais. Non, exact. Tu sais, on se compare tout, on est tout comme... Ah, en effet, tu sais, moi, c'est arrivé tellement souvent qu'il y a une photo que je publie, je suis comme, hey, ça a été tough, là. Puis elle pogne pas pantoute. Mhm. Puis je suis comme... Pourquoi, tu sais, comme... ça fâche, c'est juste ça. Ouais. Non, exact. Puis tu sais, on est tous humains, on est tous face à ces complexités-là émotionnelles, mais... Puis tu sais, on se compare tout entre nous, veut pas, tu sais, on est conscient de plein de choses, mais après ça, de les intégrer, puis de vraiment les... d'être ces concepts-là, de les vivre en les incarnant, là. Comme, oui, je ne me fais pas affecter par les likes, malgré que je suis conscient, mais je pense que ça va venir aussi avec la maturité, on va grandir, puis à un moment donné, on va être comme... correct, tu sais, mais c'est tellement dur, là, c'est tellement dur, puis je me mets dans la peau d'un jeune photographe qui travaille fort, parce que, tu sais, là, on a des moments de notre carrière qu'on pourrait ne pas faire de photos pendant 1-2 ans, puis on pourrait quand même alimenter nos feeds. On a des photos comme des banques d'images immenses, mais tu sais, je nous replonge quand on était au commencement, on n'avait jamais photographié de caribou, mettons, ou de... Puis là, tu veux les photographier, puis pour toi... Ta première photo de caribou, c'est là. Et là, tu publies ça. Puis, tu sais, il y a une trolley de caribou qui a été postée il y a longtemps. Ouais. Puis, t'as pas l'espèce de reconnaissance que nous, on a eu parce que c'était les premières photos de ces images-là qui circulaient beaucoup. Ça doit être super dur pour les jeunes photographes là, qui commencent de se positionner là-dedans, de se demander comment gérer ça. Mm-hmm. Puis, c'est là qu'il y a un petit danger de quitter la démarche puis d'aller vers le réseau social. Qu'est-ce qui me demande le réseau social? Puis là, on voit beaucoup de photographes ou d'artistes, si on veut, qui deviennent de plus en plus des animateurs de foule plutôt que des artistes. Puis tu sais, moi, t'as été dans la musique, toi aussi, si je me trompe pas. Puis moi, avant, en parallèle de la peinture, puis j'en parle jamais, mais j'étais pianiste, puis j'étais dans un band avec des amis, puis on faisait des shows de rock jusqu'à 18 ans à peu près, où j'ai comme... Le band s'est splitté, tu sais. On est tous restés des bons amis. Mais le band splitté, puis là, j'ai essayé un autre band, puis finalement, j'aimais pas ça, faire des shows, j'aimais pas ça me produire. Ça paraît peut-être pas, mais je suis pas quelqu'un de super à l'aise à faire des... Ben là, un podcast, je trouve que c'est différent. Entrevue radio ou TV, ça va aussi, mais un speech live, là, ça, je déteste ça, puis c'est un peu ça, la scène. Fait que, un peu le propre de la scène. Pas mal ça. Il y a du monde qui... Non, mais les mondes viennent te voir. C'est ça, tu connais la musique, il y a du monde qui aime ça puis qui vivent de ça. Moi, je voulais fondre, là, Puis encore aujourd'hui, tu sais, là, je suis rendu meilleur pour faire un speech, mais si je peux l'éviter, je vais le faire. Puis la peinture puis la photo semblaient des avenues intéressantes pour m'exprimer. Comme la musique, j'aimais ça, mais tu sais, c'est une forme d'art, je m'exprime. J'espèce de partage quelque chose qui est à l'intérieur de moi aux gens, mais j'ai pas besoin de parler. Puis dans ma tête, l'œuvre se justifiait comme quand moi je regardais dans un cours d'histoire de l'art ou dans un musée, quand je vais voir une œuvre, je connais pas Vincent Van Gogh, je connais pas Monet ou Jean-Paul Riopelle, mais je regarde son œuvre, puis il me parle, puis c'est fort. Puis ça, c'est ce qui m'a attiré vers l'art visuel, la photo y compris. Cette espèce de partage silencieux que j'ai pas besoin de me produire. Mais là, on est dans une ère que c'est ça qu'on te demande. On dit, toi, t'es qui? Toi, divertis-moi, puis après, je vais regarder ton œuvre. Puis, dans le fond, si c'était assez divertissant, on s'en fout que tu me produises. Je te pointe. Non, je comprends. Non, mais tu sais, on s'en fout que cette personne-là produise de quoi de médiocre. Parce que si t'es divertissant, on va aimer ça. Puis c'est ça qui est un peu tannant puis difficile, je pense, pour des gens qui mettent tous leurs efforts dans leur art au lieu de leur personnalité. C'est pas un ou l'autre, là, mais c'est que il y a des gens qui sont super divertissants, super attachants, mais que ça fait en sorte qu'ils gagnent une grande popularité puis qu'ils pourraient paraître comme être le summum de cet art-là. C'est là que je trouve ça dangereux, c'est que tu as des gens qui vont uniquement se concentrer sur leur art, leur processus, leur démarche, puis exceller dans ce niveau-là. Mais à cause qu'ils sont plus timides, plus introvertis, vont être absents complètement de cette sphère-là, qui est la seule sphère qui existe en ce moment, les réseaux sociaux. Oui, exact. Fait que c'est un danger, puis je sais pas dans... C'est trouver la balance, en fait, entre les deux. Entre se mettre un peu en l'avant, puis mettre son art en avant. Puis il y a un juste milieu. Là. Surtout quand tu veux en vivre, ou être capable de faire un revenu avec ça. Après ça, c'est sûr que c'est peut-être plus facile avant, mais tu as encore des artistes qui sont complètement pas inatteignables, mais mais tu sais, qui n'ont pas
ils n'ont pas à se vendre eux-mêmes, puis ils peuvent vivre de leur art quand même. Mais Ben c'est peut-être plus compliqué, ou en tout cas, c'est un autre monde aussi. Moi, c'est mon idéal, ça. Ben oui. Pour vrai, puis tu sais, comme je le fais, c'est tellement drôle parce qu'on se filme des fois puis on parle. Mhm. On le fait tout. On a tous été obligés de le faire. Mhm. Il y a personne dans nous trois, je pense, qui a voulu faire ça à base. Là. Ben, je sais pas pour vous, là, mais Non. moi, au début, j'aimais pas ça. Puis j'étais pas à l'aise comme je le suis là. Puis c'est devenu une habitude. Tu sais, j'y pense plus, je le fais. Puis la take est pas bonne, ça va être ça. Mais tu sais, comme c'est tellement bizarre puis pas naturel de faire ça. Là. Tu sais, je marche avec ma blonde, je dis, OK, je vais faire un vlog. Tu sais, je me filme, tout ça. Puis après, je le filme, je fais, puis là, elle rit, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on a été portés à faire, puis encore une fois, ça prouve le point, tu sais, on s'adapte, il y a un juste milieu, mais, tu sais, c'est des zones de confort que j'ai dû Développer. développer, là, parce que c'était pas du tout pourquoi je faisais ça. Ben non. J'ai pas fait de la photographie animalière pour parler à une caméra puis dire qu'est-ce que je fais. J'ai fait de la photographie animalière pour montrer qu'est-ce que je voyais. Mhm. Puis j'espérais que juste ça fasse Ouais. job. Ouais. Ouais. Mais après ça, c'est toujours des fois bien de sortir justement de sa zone de confort parce que quand tu fais ça, c'est un peu plus à l'aise à parler avec les gens. Puis bon, Là, ça m'a aidé. y a Là, tu sais, rien- je veux dire, y a c'est rien pas perdu. négatif. Là, tu sais, comme je dis, je suis rendu habitué, ça va. Mhm. Mais le processus est souffrant des fois. Ouais, non, c'est sûr. Je veux dire, C'est de sûr, dire hein. ça. Puis tu sais, des interviews ou des vidéos, ça me stressait à fond avant. Puis Ouais. maintenant, parce que j'en ai fait, là, fait que tu sais, c'est peut-être un atout de plus. Hmm. Mais encore là, je suis toujours... Puis, tu sais, en même temps, c'est un double discours parce que j'aime vraiment ça, écouter un documentaire puis voir Ouais. le making-of. Ouais. C'est le making-of qui m'intéresse plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Maintenant, parce que, je sais pas, Ben, mais... c'est peut-être moins ton truc de te le faire toi-même Ouais. plus que de, Ouais, de c'est le ça, je consommer. tu sais. J'aime le C'est consommer. plus ça. Mais c'est paradoxal parce que je dis que, tu sais, au terme de ma vie, j'espère avoir participé à la société. Puis même des fois, tu sais, je suis sur mon cell, puis je regarde du contenu de d'autres personnes, puis je suis comme, hey, c'est intéressant, ça participe à la société, ça apporte de quoi dans le monde. Ouais. Puis je suis fier d'apporter un petit quelque chose dans le monde aussi. Fait que veux pas, des fois, ça implique de sortir de ta zone de confort pour faire de quoi qui te plaît peut-être pas à 100%, mais qui va apporter quelque chose. Mhm. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est de dire, je vais le faire, parce que je sais que ça peut être bénéfique, mettons. Ben oui. Ou ça va inspirer quelqu'un. Puis Ben juste ça, c'est, tu sais, ce qu'on fait, je pense qu'on le fait aussi pour inspirer, puis Ben oui. de savoir qu'on inspire un ou un tel ou une autre, puis que cette personne-là va faire ce qu'elle aime ou qu'elle est heureuse dans ça, c'est... Parce que c'est là, tu sais, la on parle base, hein. beaucoup aussi des autres photographes, mais il y a tout l'aspect de protection de la nature, protection de l'environnement, tu sais, que oui, tu peux inspirer d'autres photographes, mais tu peux inspirer d'autres gens à être un peu plus conscientisés par rapport à leur impact ou à une situation d'un animal en danger ou qui est menacé et tout ça. Fait que, tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi, là, que, tu sais, oui, OK, la vidéo que tu vas faire, ça te plaît un peu moins, mais tu vas peut-être mobiliser des gens pour la protection du caribou Ouais. ou pour la protection des milieux humides dans telle région ou peu importe. Fait que c'est sûr qu'il y a tout cet aspect-là aussi qui est... Comment on a Et un ouais. impact là-dedans. Ouais. Fait que, ouais, faut le faire, tu sais. Ouais. Faut le faire. J'avais accepté une conférence, justement, puis je savais pas comment ça allait, puis c'était juste du monde pas intéressé par la photo qui était là. Ah ouais? Non, mais c'était du monde, genre, à l'université, puis tu sais, c'est toujours c'est pas la question de l'imposteur, mais tu sais, comme, moi, pour ma part, je suis photographe animalier, j'ai pas de diplôme en biologie ou en nature, tout ça, fait que, tu sais, des fois, je me fais un peu méprendre pour un spécialiste Ouais. de Ouais. certaines espèces, puis j'essaie de dire, hey, moi, je suis photographe, je peux vous parler comme de mon expérience terrain, Ouais. mais je peux pas vous dire, j'ai vu moins de caribous, fait qu'il y en a moins. Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, je suis capable de raconter puis c'est peut-être ça notre apport de dire j'ai vu ça, regardez comment ils sont beaux. Ils ont un visage. Maintenant, ce visage-là que vous ne saviez pas qu'il existait, il est en danger. On coupe sa forêt. Mhm. Puis là, ça crée un lien avec l'auditoire. Fait que tu sais, on a veut pas, par la bande, je pense qu'on peut. Ben oui. Avoir le un côté impact, émotionnel que, tu sais, mettons un graphique avec des chiffres, ça parle moins qu'une photo. Tu sais, Clair. Ben des oui, fois, c'est fait, sûr. fait que tu vas rechercher plus de monde, puis en tout cas, ou d'une manière un peu plus sentimentale avec les gens. Ouais. Oui, parce que tu sais, les caribous de Charlevoix, là, ça a quand même pris du temps avant qu'on comprenne qu'il y en avait vraiment. Là. Tu sais, on sait qu'il y en avait, puis on les a photographiés, ils existent. Mm. À partir de là, c'est pas loin là, de Québec ou de Baie-Saint-Paul plus, là, mais tu sais, à partir de là, les habitants
La majorité des gens qui habitaient à Baie-Saint-Paul, ils les ont jamais vus. Là. Ouais. Mais tu sais, à partir du moment qu'ils comprennent, OK, il y a du monde qui les ont photographiés, il y a toutes ces photos-là, ils existent. Hey, c'est vraiment un bel animal, on est chanceux d'avoir ça dans notre cours. Ouais. Effectivement, l'opinion publique va changer. Ouais. Puis qu'est-ce que l'opinion publique peut faire? Ben tout. C'est eux qui votent, c'est eux qui disent... ça peut partir de Facebook, c'est eux qui disent écoute, ça nous préoccupe, la forêt. Ouais. Ben ouais. On veut les protéger. Mhm. Puis les décideurs n'ont pas le choix d'écouter la masse à un moment donné. C'est pas grand-chose, mais en même temps, c'est tout. Ouais, exact, c'est ça. On est tous en... S'il n'y a pas tout le monde, puis il y a toutes les OBNL, Nature Québec, Snap, il y en a d'autres, là... Ben, c'est les deux qui me viennent à l'esprit. Ouais, moi aussi, c'est les deux auxquels je pense. Mais il y en a d'autres. Non, mais c'est pour les mammifères marins, le gérème. Le grème. Le grème, Ouais. tous les observatoires d'oiseaux. Ouais, puis régionalement, il y en a Ouais, plein c'est aussi, ça. là, Ouais, tous les non, comités Tous ZIP. ces événements-là font un travail de fou, puis c'est du monde dévoué, là. Ils font pas ça pour le salaire, ils font ça pour la cause. Ouais. Mhm. Puis nous, on leur donne ou on vend à petit cachet des images. Puis Ouais. c'est notre grain de sel dans ce grand... Mhm. ce grand mouvement-là, mais sans eux, sans tout le monde, sans tous les petits grains de sel, je pense qu'il n'y aurait rien. Ouais. Il y aurait déjà plus de caribou en Gaspésie, il y aurait déjà plus de caribou à Charlevoix. Ouais. Fait que je pense qu'il y a des résultats, puis il y a beaucoup de choses qui nous arrivent d'en face en ce moment parce qu'il y a des actions qui ont été posées en forêt il y a 20 ans puis qui ont des impacts aujourd'hui. Mhm. Fait que c'est difficile aussi de juger le passé parce que c'était différent le contexte. Ouais. Mais au moins, tu sais, là, c'est fou l'argent qui est... C'est pas nécessairement parfait, là, mais c'est fou l'argent qui est injecté pour les caribous de Charlevoix puis Gaspésie en ce moment. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Puis veut pas, on fait partie de ce qui a fait en sorte, de loin ou de proche, à ces changements-là. Au mouvement, du moins, là. Ouais. Mm. Hey, moi, je pense que je vais te poser une dernière question par rapport à tes livres, parce que c'est moi qui est personnellement curieux de ça, mais ça te prend combien de temps? Ça arrête-tu, tu penses? Ouais, ça arrête. Ben, depuis tantôt, ça arrête jamais. Ça arrête jamais. Mais, tu sais, créer ton livre, moi, je les ai eu dans mes mains, puis je sais à quel point il y a du travail derrière, mais ça te prend combien de temps entre le moment où tu te dis, OK, je veux faire un livre avec telle thématique, puis le moment où toi, tu considères qu'il est terminé? Ça dure combien de temps, tout ça? Pour le premier, c'était long parce que c'était le premier livre. Puis j'ai vraiment fait beaucoup. J'ai fait une première version de 500 exemplaires avec un couvert tissu, puis une reliure suisse. Mon imprimeur n'a jamais fait ça. Puis bref, ça c'était long. Puis c'est toujours ça, je pense, premier album de musique ou n'importe quoi. C'est long. Après ça, le deuxième, c'était Solstice. Solstice est un peu venu comme l'idée de dire hey, j'ai vraiment beaucoup de photos de l'été. Qu'est-ce que je pourrais développer comme concept? Puis là, le concept apparaît au fur et à mesure. Puis quand j'ai décidé de faire Solstice, j'étais aux 3/4 des images que j'avais déjà. Quand même. Fait que là, le dernier quart, c'était de dire qu'est-ce que ça me prend pour que la trame narrative du livre en images. Parce que ça, c'est un livre, il n'y a pas énormément de texte, il y a peut-être 8 récits. Mais c'est un livre qui, au travers des images, raconte le solstice, la plus longue journée de l'été, de la pénombre jusqu'au coucher de soleil. Fait que tu sais, c'est tout sauf le ciel bleu. C'est comme toutes les lumières qu'on peut avoir l'été qui sont un peu divergentes de ce qu'on connaît de l'été. Fait que ça, c'était plus un travail de terrain, d'aller fignoler tout ça. Après ça, Contemplation 2, lui, il a été beaucoup plus long. Puis tu sais, je pense que je m'en vais dans cette direction-là. Là. Beaucoup d'histoires puis de textes. Ouais. Puis ce livre-là, c'était la quête. Je le savais que je voulais que ça soit ça. Mais ça a pris, tu sais, je peux pas dire que ça a pris 5 ans à le faire parce qu'en réalité, tu sais, je continue à faire autre chose. Là. Ouais. Mais c'était la quête du lynx. Puis au final, ça m'a pris, mettons, 4 expéditions. Fait que j'ai coupé le livre en plusieurs hivers. Puis dans chaque hiver, il y a une expédition spécifique au lynx. Puis là, j'ai enrobé autour de ça d'autres expéditions que j'ai faites. Qui n'étaient pas nécessairement dans les mêmes hivers, mais qui fitaient dans le début de l'hiver. Tout ça. Fait que cette construction-là a été longue. Puis au final, tu te rends compte que mes dernières expéditions, c'est pas mes meilleures photos de lynx. Tu sais, ça s'est passé dans le deuxième hiver, mais qu'il y a une... Le concept du livre se suit, les histoires se suivent. Puis là, lui que je fais là, je pense que c'est lui qui a le processus de création le plus intense puis intéressant en termes d'édition. Mais c'était ma quête du Grand Nord, puis qui a bifurqué un peu vers la quête de l'ours blanc. Au point que j'écris, il y a 18 chapitres, 18 expéditions. Oui, il y en a moins que ça. Je ne sais plus exactement parce que c'est pas fini. Je suis en rédaction en ce moment. Puis chaque expédition, tu vois mon processus mental de
ça part de 2015, la première fois que je suis allé à Bay James, 2017. Puis après ça, les fois que je suis allé au Nunavik. Puis le processus mental qui a mené à la découverte du Grand Nord, puis jusqu'à un moment donné, dans ces expéditions-là, de dire « Hey, là, j'ai une obsession sur... Il y a des ours polaires au Québec. » On dit ours blanc, d'ailleurs. C'est pas ours polaire. Là. Il y a un biologiste qui m'a expliqué que... ours blanc. Non, mais c'est polar bear, puis on a traduit parce que polaire, en fait, il y a 2 pôles. C'est ça. Fait qu'il faut dire ours blanc. C'est juste weird à dire parce qu'on est habitué à dire ça. Mais bref, il y a eu cette quête-là qui est apparue. Puis il y a plusieurs expéditions que j'ai vouées juste à ça au Nunavik. T'sais, comme je vais aller voir un ours blanc, puis je veux que ce soit sur le territoire du Québec. Comme ça a été facile pour moi de dire je vais aller à Churchill ou dans ces coins-là, puis je vais avoir ma photo d'ours. L'histoire, il était pas, la quête, il était pas. Fait que ce processus-là, ça fait au moins 5 ans. Que ça l'a pris 5 ans. Mais ce qui était tannant puis difficile là-dedans, moralement, puis je savais pas si le livre allait avoir lieu dans ce schéma-là, parce que ça fait quand même 3 ans, ça fait 2 ans ou 3 que je me suis dit, je veux que la fin du livre, ça soit la rencontre avec l'ours blanc. Puis ça, c'est super tannant parce que malgré les efforts que je mettais, monétaires et efforts, je trouvais pas d'ours blanc. Puis j'ai été malchanceux parce que des fois, ils voyaient 2 jours après que je sois parti. Mais là, j'étais comme tout le temps, j'ai pas de conclusion, tu sais. Puis à un moment donné, l'hiver passé, j'étais comme, tu sais, au pire, ça a été la conclusion, je n'ai pas trouvé. Puis ça exprime, c'est ça la photographie animalière. Puis de fil en aiguille, cet été, c'était même pas pour ça que j'allais là. J'allais chercher des loups gris, puis j'ai réussi à en photographier un dans Bay James. Parce qu'un ami m'a dit, hey, il y en a qui ont été vus, j'ai trouvé un gars avec un bateau, on est parti, puis c'était sketch. Pour vrai, c'était vraiment... Le gars avait jamais été si loin dans Bay, puis il y avait des vagues, c'était... Fait que, tu sais, c'était vraiment l'aventure, puis ça... Turns out, je l'ai eu, tu sais, puis... Puis j'ai vécu un vrai gros moment parce que c'était inattendu. Puis là, je me suis dit enfin comme, OK, là, je pense que j'ai la dernière expédition puis ça va être ma conclusion du livre. Là, j'étais en rédaction puis tous les chapitres, c'est des longs chapitres. Puis c'est un livre écrit. C'est un livre qui va être, je veux que ce soit format de poche avec des photos en noir et blanc dedans. Tu sais, ils vont être imprimés comme le texte, là, noir et blanc. Des photos de making of, tu sais, de l'arrière. Puis il va y avoir le livre accompagné à ça, photos. Ah, nice. Que les photos, c'est le concept que j'ai en tête en ce moment, que les photos vont être juste comme les 4 saisons, tu sais, une progression en saison du Nord. Fait que c'est pas chronologique au livre, mais le livre, c'est des récits. Puis c'est là que je dis que c'est un peu plus long, tout ça, parce que dans la rédaction d'un livre, je n'étais pas écrivain, puis je le deviens sur le tas. Mais comme c'est tellement lourd écrire un récit, puis de se remémorer, puis de l'écrire, puis d'avoir la passion de réécrire ce que tu as vécu aussi, c'est dur à générer. Parce que tu fais comme... C'est comme, je sais ce qui s'est passé, moi. Mais là, il faut comme tu l'écrives pour que ça soit comme... Tu le découvres en même temps que le lecteur au présent. Puis là, il me reste peut-être 7 chapitres à écrire sur le grand nombre. Puis je pense qu'il va y avoir autour de 80 000 mots. Là. C'est une grosse affaire. Puis après ça va aller chez la correctrice qui va avoir un travail d'édition là-dedans. Qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on enlève. Puis une fois que j'envoie mon texte, c'est là que le travail acharné commence. Mais le processus de tout ça, c'est le prochain livre que je fais, ça va être au moins 5-6 ans qu'il a pris à faire. Puis c'est le premier livre que je crée qui avait un concept de base. OK. Et non l'inverse, comme tu disais pour l'autre. Exactement. Ça, c'est vraiment intéressant. Quand tu as fait ces expéditions-là, t'avais-tu le but ultime de justement faire ton livre ou c'est juste tu vas faire ton expédition puis après ça, OK, je pourrais faire un livre avec ces expéditions-là? Au début, je veux pas, c'était avec l'opportunité. Le premier, c'était un contrat avec la SNAP Québec, puis j'allais dans Nunavik, c'était mon rêve. J'y allais. Il n'y avait pas de livre attaché à ça. Puis finalement, avec ce que j'ai vécu là-bas, parce que tu sais, c'était l'inconnu, là. Les Inuits, c'est qui? C'est comment ça marche un village au Nunavik? Puis tu sais que tu arrives là-bas et tu fais OK, on est ailleurs. Là. On est dans un autre pays quasiment. Là, puis là, t'es vraiment dérouté socialement. T'as un choc culturel. Puis t'es au Québec. C'est fou, hein? Weird. Mais c'est si loin en même temps. T'sais. C'est loin. Ouais, ça prend un vol d'avion. Mais tu sais, t'as pas beaucoup d'infrastructures non plus. Si t'es pas avec quelqu'un, tu sais pas ce que tu vas faire, t'as pas quelqu'un, t'arrives dans le village, là, personne qui va t'aider puis te prendre par la main. Là. Il y a un hôtel coop, puis il y a une épicerie, puis arrange-toi. Puis il faut que tu aies réservé à l'hôtel parce qu'il n'y a plus de place, t'as pas de place pour dormir. C'est tellement comme un autre écosystème. Là. C'est très complexe. Fait que tu sais, en allant là-bas, en réalisant tout ça, j'ai fait OK, là, il y a des. Tu sais, je suis revenu là-bas, j'avais des photos de bœuf musqué, j'étais hystérique, là, mais c'est grand. Il n'y a pas tant de rencontres animales. Il
les bœufs musqués sont là, fait qu'ils sont faciles. Un bœuf musqué, c'est facile à photographier quand tu les trouves. Mais après ça, les loups, les caribous, tout ça, pas vu. Un ours noir à droite, il se sauve. Il y a un contexte aussi que tu es avec les Inuits, puis il y a beaucoup de chasse autour du village, fait que les animaux que tu vois sont pas nécessairement fringants de te voir. Ouais. Mais c'est là que j'ai réalisé comme, OK, il y a un livre à écrire. Puis il va probablement être plus écrit que photo à date, parce que j'avais pas grand-chose, tu sais. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est fou. Il y a des expéditions que je suis en train d'écrire, là. Puis j'avais pas hâte de les écrire, là. Parce que j'étais comme, hey, ce voyage-là, là, genre... D'un, il y a du monde qui ont failli mourir. C'est des belles histoires comme à raconter, parce que là, tout va bien, là, mais j'ai failli mourir. J'ai marché pendant une semaine de temps, 10 km par jour. J'ai rien vu. Le soir, j'étais déprimé, là, comme à bout, là. Pas grand monde au camp, je connais, tout seul. Ça rapporte pas des bons souvenirs. Moi, il y a des choses que j'ai vécues que ça me rapporte zéro des bons souvenirs. Puis tu sais, comme il y a une expédition que j'avais hâte d'écrire parce qu'elle s'est bien finie, mais tu sais, on s'est perdu dans un blizzard au retour. Il restait 30 km, on avait fait 100 km de ski le jour. Fallait revenir à cause de la météo là-bas. Nos guides, c'était les Inuits qui nous guidaient, tu sais, puis je les connais là, maintenant depuis un bout, mais comme quand il fait noir, les GPS ne marchent plus, on voit plus le skidoo devant. Mes lunettes sont givrées, on est détrempés parce que toute la journée en skidoo, on a chaud. Je sens plus mes orteils, mes doigts, puis on est perdu. Puis là, je suis comme... Je suis derrière, je peux rien faire. Là. Il conduit, il essaie de trouver un chemin à terre en regardant s'il y a des tracks de skidoo, mais on est n'importe où dans la toundra. Puis je suis de même derrière, là, puis genre, je fais juste penser à ma blonde, mes parents. Puis je m'en veux, là. Je suis comme, si je meurs ici, là, quel con. Ouais. Genre... La souffrance que je leur fais vivre parce que je voulais faire de la photo. Tu sais, comme ça devient un peu absurde. Puis ça, j'aime ça. Je suis content de le raconter dans le livre. Ça va être un beau moment au final parce que je suis pas mort. C'est fun à raconter, là, mais... Mais comme, tu sais, comme j'ai vraiment eu peur. Il y a des fois que j'ai vraiment eu peur de mourir. Puis tu sais, tu te dis que t'es courageux jusqu'à temps que tu sois face à des affaires. Puis comme, il y a une autre expédition, je viens de finir, je n'ai pas fini le récit, mais on était en hydravion, puis on allait dans Torngat, puis c'est le rêve de ben du monde d'aller là, tu sais. Puis no joke, j'étais en hydravion, puis j'ai pas peur de l'avion. Puis j'étais rendu terrorisé d'embarquer là-dedans à la fin. Puis le soir, je faisais de l'anxiété. Je textais ma blonde, je fais hey, demain, j'ai pas tant le goût de partir avec eux. Là. Parce que c'était des petits vols, parce que mon pilote m'a raconté qu'il a vu une dizaine de gars se cracher devant eux où est-ce qu'on allait. Des histoires de fous. L'histoire de te mettre en confiance. Il était vraiment... Je sais pas comment le décrire, là, mais il voyait... Tu sais, j'ai dit arrête, j'aime pas ça, puis il continuait. Là. Puis... Il était juste comme, ben, je veux juste que tu saches. Ça se peut. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Puis il avait l'air bien chill avec ça, tu sais, on peut mourir, tu sais. Puis moi, j'étais comme, ben, je suis pas prêt, je pense. On n'a pas le même âge, ouais, c'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, je réalisais, plus le voyage avançait, j'étais comme, hey, même si on trouve les ours blancs qui pêchent des Arctic Char, au final, on est au Labrador. Ouais. Ça n'a plus de sens avec mon livre. Puis j'avais pas catché ça avant de me rendre là. C'est même pas au Québec. Tu sais, c'est con comme petit détail, mais ma quête était quand même liée à la province de Québec. Ça aurait fité. Finalement, on n'a pas vu. Puis je me dis quasiment tant mieux parce que quand on atterrit ça dans un fjord, c'est immense. C'est pour vrai, une chance, j'avais la photo parce que je pouvais me concentrer puis j'appréciais le moment dans l'avion. C'est les moments avant de décoller que j'étais comme... C'est peut-être mon dernier vol. Puis tu sais, c'est irrationnel, mais en même temps, c'est vrai. Il peut arriver une poche d'air pendant que tu remontes, puis tu te pognes dans la falaise. Il en a vu, lui, des gars, devant lui. Puis il y a des endroits, même, on était là, il voyait les vagues. Il fait, hey, là, on n'atterrit pas là aujourd'hui. J'étais là, pourquoi? Il fait, la vague est de travers. Puis là, je dis, ah ouais, mais on est. Puis là, c'est parce que rendu dans l'avion, t'as un petit adrénaline. J'étais là, on est là. Puis, je disais, non, je te jure, j'ai déjà vu ça, là. J'ai dit, le gars atterrit pas, il s'est atterri, il a crashé, ils sont morts les deux. Puis, tu sais, j'étais comme, OK. Ouais, tu l'écoutes, rendu là. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai réalisé pourquoi lui était encore en vie. Non, c'est ça. Il prenait pas de risque. Puis, tu sais, sur 11 jours, on a volé 3 fois. Ouais, c'est fou, hein, ça. Fait que là, tu te dis, tu sais, c'est un autre chapitre qui est assez long. Puis je pense que là, je saute des bouts parce que il y a beaucoup de ces chapitres-là que je vais rajouter un peu de la viande autour de là, en racontant mentalement, j'étais où. Puis, tu sais, ça a l'air bien beau, tout ça, mais comme, il y a des moments de détresse. Il y a des moments que tu te remets en question, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine? Tu te rends compte qu'il y a du monde un peu plus fou que toi dans la vie. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient un peu plus... d'un côté, ça m'a inspiré, parce que je me dis, tu sais, je pense qu'on faut se détacher un peu des fois. Si tu veux faire certaines choses, il faut que tu te détaches de la vie. Mais pas que tu veux la quitter, mais il faut que tu acceptes qu'il
il y a des choses que tu peux pas contrôler, puis si tu veux faire certaines choses, il faut que tu sois prêt à accepter ces choses-là. Puis là où j'ai mis une limite, c'est de me dire, je vais-tu vraiment me mettre dans le pétrin, faire du mal à ma famille pour une photo? Puis là, je me suis dit non, à certains égards. Ça fait du sens. Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, je refuserais certains trips parce que je les trouve trop risqués. Parce que je veux continuer à vivre. Je veux continuer à voir des orignaux l'automne. Puis c'est vrai qu'il y a des photos qui méritent peut-être ça, mais moi, il y a des endroits où j'ai atteint ma limite de zone de confort. Là. Puis je pense que aussi j'ai appris à plus me fier sur personne pour ma sécurité personnelle. Donc, suivant la balade de skidoo qui a mal viré, j'ai un GPS InReach, puis je le paye à l'année. Puis maintenant, s'il arrive de quoi, moi, il est toujours chargé, contrairement à eux. Puis tu sais, comme en avion, mon pilote a amené, qui n'était pas le pilote que je venais de parler, là, j'ai décidé de changer de pilote en cours de route parce que c'était sa première fois dans la montagne. Puis bref, il est arrivé plein de choses que après le vol, j'ai fait, je vole plus avec lui. Mais tu sais, à un moment donné, on était perdu. Puis j'ai perdu l'autre avion, je sais plus où le camp. Puis j'avais une map dans les mains. Puis j'étais comme, OK, où le camp? Fait que tu sais, plein d'affaires dans le même que je dis là, genre, si j'ai mon GPS, j'ai dit, on est rendu là, le camp est là, puis c'est mon pilote d'avion, tu sais. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est de dire, fie-toi, pas d'envie en général. Fais confiance à personne dans les expéditions. Assure-toi que toi, t'es capable de te démerder tout seul. Puis ça, c'est des choses que j'ai appris sur le tas, puis c'est fou, là, mais le Nunavik, là, puis le Grand Nord, là, c'est une zone où la vie est fragile. Qu'est-ce qui t'incite à retourner là tout le temps, à y inciter tous ces dangers? Puis, je pense que ça vient avec. C'est à cause de ça que c'est aussi tentant. Puis tous les moments où j'ai réussi à voir un animal, tu sais, par exemple, à un moment donné, j'étais allé rejoindre Antoine, au Palouk. Puis tu sais, comme, on a vu des renards arctiques, c'était un de mes rêves, puis on a cherché, là. Puis dans Toundra, quand tu vois cette petite boule blanche-là apparaître, là, tu comprends pourquoi ça vaut la peine. Puis tu sais, comme, le fait que la vie soit si fragile là-bas rend chaque moment spécial. Puis tu sais, je le regrette pas. Quand je marchais 10 km, là, oui, je trouvais ça plate, j'ai pas vu d'animaux, là, mais toute la journée, j'étais tout seul. Puis tu sais, il y a de quoi de bizarre. C'est quasiment lunaire. Tu marches, t'es à 10 km du camp, il y a personne qui sait t'es où, il y a personne qui peut venir te chercher vraiment, sauf si t'es avec le GPS, tu dis je suis là. T'es tout seul au monde, il peut arriver quelque chose, là, il peut t'arriver une bad luck, mais il y a cette espèce de... C'est comme si tu flottes dans le vide, tellement t'es isolé. Puis ça, il y a de quoi de rare là-dedans, parce que on est toujours habitué d'être proche d'une route, les secours peuvent arriver, puis le 3/4 du temps, on navigue, si t'as une crise du cœur, mettons, puis t'es loin, là, ça arrivera pas à temps. Fait que cette espèce de proximité-là avec la vie, la mort, qui, je pense, ajoute une couche de... Tout devient particulier. Ton repas, les moments que tu passes avec les autres. Mais tu sais, on a parlé un peu plus tôt aussi, mais toute l'expérience qui est en arrière de ta photo aussi. Après ça, quand tu regardes ta photo, puis là, tu regardes ton livre, puis tu as tout ce bagage d'expérience-là, puis toutes ces aventures-là qui ont accompagné ça, ben c'est là que ça prend toute sa valeur, en fait. Par rapport à... Tu pourrais aller faire un bœuf musqué en Norvège, au bord de la route, puis t'aurais pas le même bagage, t'aurais pas la même chose à raconter, puis il n'y a pas la même charge émotionnelle avec ça. Puis il y a un contexte, tu sais, à Dovrefell, c'est comme ça, comment on le prononce? Les bœufs musqués, ceux que tu as nommés, en tout cas, c'est connu, là, tu sais, puis ils sont amplement photographiés, puis je sais que quand les gens les voient, les bœufs musqués sont là, ils portent pas de cas des humains. Mais puis c'est un truc que j'ai appris avec les biologistes en charge de ces bœufs musqués-là, parce que moi, je connaissais pas du tout les équipes qui travaillaient là, puis finalement, on était en contact parce qu'on s'est croisés, tout ça. Mais les bœufs musqués, quand tu arrives proche des villages, là, au Nunavik, là, ils ont des fois été chassés. Ce qui fait que quand ils vont te voir, ils font leur formation. Ben, pas l'été, ils sont plus relax, mais l'hiver, ils font leur formation en rond. Ils protègent les petits, puis sont super sur la défensive. Fait que ça peut donner l'impression que tu les as agressés. Puis moi, il y a des photographes d'ailleurs en Europe qui m'ont écrit, m'ont dit pourquoi ils font ça, qu'est-ce que tu as fait, ça? Puis je fais, je pense que vous ne comprenez pas le contexte. Là, ici, là, on est proche d'un village inuit, puis ils s'alimentent des bœufs musqués. Fait que souvent, les bœufs musqués, quand ils ont eu une interaction, c'était avec un skidoo, puis ils ont probablement vu un bœuf musqué se faire tirer dessus. Fait que, tu sais, quand ils voient un humain, ils
C'est fini, tu sais. Fait que ça donne lieu à ces photos-là qui sont exceptionnelles parce qu'elles sont comme en... Puis c'était hot à voir parce que tu voyais les petits bébés qui apparaissaient. Ouais. Puis après un moment, quand tu bougeais pas, puis là, ils recommençaient à manger puis faire leurs affaires. Ouais. Mais c'est tellement différent parce que tu peux pas détacher le Nunavik de la culture inuit. Ben ouais. Puis il y a une grosse confrontation avec notre activité, qui est la photographie animalière, puis leur culture. Veux pas. Parce que on n'a pas le même objectif quand on va voir un animal. Puis moi, j'ai été confronté à ça à bien des égards, puis j'ai fait exprès de ne pas en parler sur Facebook. C'est pas le lieu, c'est un espèce de bûcher populaire, Facebook, là. Puis on pourra en reparler après par rapport à une vidéo d'ours que j'ai publiée, là. Ouais. Parce que c'est intéressant de voir comment les gens réagissent là, quand ils ne comprennent pas le contexte, mais encore plus ça, de parler de culture inuit, de parler d'alimentation sur des animaux sauvages sur Facebook, même pour un Québécois du Sud, le jugement va être rapide par rapport aux Inuits. Il ne comprendra pas le contexte. Puis même moi, quand je suis arrivé, puis je pense que c'est ça le livre, je veux qu'il parle de ça un peu plus, là, que je suis arrivé, puis j'avais les mêmes préjugés que tout le monde. De dire, pourquoi ils tuent les animaux, les caribous, ça va pas bien. Puis à un moment donné, après quelques voyages, même après le premier, là, tu réalises bien vite que pour le bien-être de la planète, là, pour le bien-être de l'écosystème, de la toundra, là, je les encourage à tuer un caribou et s'alimenter dessus. Je les encourage à manger la viande sauvage autour d'eux. Puis ça, je le dis caméra, tout ça. Je le dis. Non, mais tu sais, parce que on record, là, parce que il va falloir que les gens comprennent les contextes, puis il va falloir qu'ils s'intéressent. Puis dans le livre, je pense que c'est le lieu pour le faire, parce que les gens vont être assis, ils vont lire, vont comprendre ce qui se passe. Il y a des moments et des endroits pour dire ces choses-là. Facebook, c'est pas la place. Non, c'est ça. Puis je voulais pas apporter encore plus de préjugés sur le peuple inuit, parce qu'il y a déjà assez de stigma par rapport à plein de choses. Puis en allant là-bas, j'ai bien réalisé que, ils me servent des côtes levées Saint-Hubert. Le papier d'emballage, il redescend pas au sud, là. Le plastique que tu montes au sud, là, puis c'est des animaux qui sont élevés dans des conditions atroces ici. On les amène en haut. Tu sais, les gens, il faut qu'ils s'alimentent. Mais c'est des cultures, c'est des réalités comme tu parles justement sur Facebook, les gens qui vont juger ça, mais c'est des réalités que les gens n'ont aucune idée c'est quoi. Non, exact. Puis, tu sais pas c'est quoi faire l'épicerie là-bas. Les seuls brocolicas sont fanés, ils coûtent 15$. Il n'y a pas de légumes. Là. Ben, il y en a dans les épiceries, mais tu sais, il n'y a rien qui pousse là-bas. Puis tu sais, comme... Oui, il y a d'autres contextes que la démographie augmente dans chaque village, puis ils peuvent pas tout chasser le caribou. Il n'y a pas des caribous qui passent partout. J'ai réalisé aussi qu'il n'y a pas tant de chasse. Dans le sens qu'ils peuvent pas tant chasser. Il faut qu'ils soient proches du village. Ils peuvent pas aller en 4 roues sur la toundra. Ça marche pas de même. Là. Fait que même pour la chasse, c'est pas facile. Puis ceux qui vont chasser, c'est de la job. Là. C'est pas comme, mettons, la chasse sur la Trans-Taïga, c'est une autre affaire, ça. Là. Parce que c'est une route, mais là-bas, il n'y a pas de route. Si tu tues un gibier... faut que tu le rapportes. Puis pour vrai, c'est une des seules places que je peux dire qu'ils utilisaient toutes. Là. Dans le sens que le caribou, ils vont le manger au complet. Puis la peau, puis ça vaut trop cher pour eux, c'est trop précieux. Puis ça, c'est une notion qu'on n'a juste pas au sud. Là, fait que tu sais, mon respect de leur culture est tellement grand. Puis de l'autre côté, je suis confronté à... je veux le prendre en photo, mais il vient de se faire tirer dessus. Tu sais, j'en ai photographié un renard arctique qu'on a vu le lendemain, un petit gars nous le montrer, puis il était bien fier. Parce qu'il dit, hey, je l'ai eu, puis tu sais, comme, je le comprends, mais il faut que tes émotions, tes ravales, là, tu sais, on était là, cool, tu sais, puis, mais de l'autre côté, je suis là, puis tu sais, comme, c'est tellement complexe à gérer pour nous, là, parce que nous, le but, c'est de voir l'animal vivant, le photographier, puis c'est tellement prétentieux de dire que c'est la bonne façon de le faire. Parce qu'on vient de notre petit milieu privilégié du Sud. Lui, là, le petit gars là, qui a chassé le renard, là, ben, je parle pour moi, là, mais si j'étais né là-bas, je serais probablement lui. Parce que le renard qui vient de tuer, la peau, son frère, son père, sa communauté vont le féliciter. Il va être valorisé par ça. Puis il voit rien de mal à ça. Ses ancêtres faisaient ça, lui faisait ça. Ils vont tanner la peau. C'est culturel. C'est culturel. Puis quand tu as grandi là-dedans, tu vois pas ce que quelqu'un qui n'a pas grandi là-dedans voit. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille où on pêchait l'été. On allait pêcher à Sepac, puis c'est familial, puis j'ai jamais eu de problème avec la pêche. C'est une activité que j'adore, puis quand je m'alimente d'un poisson, je suis bien content. Mais j'ai pas grandi avec la chasse.
Puis, ça fait en sorte que j'ai un regard différent de la chasse. Un regard externe. Mais je suis forcé de toujours me mettre dans la position de dire « Ah, mais si mon père chassait, puis j'avais tous ces beaux souvenirs-là avec lui, la chasse, pour moi, ça serait naturel. J'irais chercher mon gibier, puis ça représente juste comme une belle activité avec mon père. Ouais. Puis ça, je l'ai pas vécu. Fait que j'ai forcément un regard plus critique sur la chasse. Fait que, tu sais, je pense que les gens, en général, à peu près dans toutes ces sphères-là, la chasse, la trappe, tout ça, je pense des fois, il faut juste sortir de nos bottines, puis de se mettre dans la peau de l'autre, puis dire il n'y a personne qui fait rien pour rien dans la vie. Là. Non, c'est ça. Il n'y a personne qui fait ça pour être cruel. Ouais. Ben, spécialement, tu sais, dans des coins comme ça, que c'est beaucoup de la chasse de subsistance. Après ça, oui, il y a des... Je pense qu'il y a même certains contextes de chasse qui sont pas la chasse au trophée, la chasse au... tu sais, il y en a pour qui la chasse, c'est pas... il pourrait s'en passer, tu sais, puis il tuerait pas, puis ça serait pas bien grave. Mais de pas tuer quand tu habites au Nunavik, ben, ça veut dire que ta communauté mange pas. Là. Parce que ça, c'est pas juste pour la personne aussi. Là. Ils vont chasser pour les personnes, les aînés, ils vont chasser pour, ils vont ça, là, je repartager le gibier. Là. Ça, là, tu sais, on en parle des fois, puis ça ressemble à un mythe, là, mais il y a une journée, là, je vais le raconter aussi dans le livre, parce qu'on revenait d'une chute en bateau, puis on allait voir la chute dans cette époque-là, puis ils ont vu un groupe de bernaches sur la plage. Moi, j'ai jamais assisté à la chasse de ma vie. J'ai plein d'amis dans la chasse, puis... mais tu sais, j'ai pas chassé, puis c'est comme normal aussi en même temps avec ce qu'on fait, là. Mais c'est ça, j'ai jamais vu un animal se faire tuer. C'est bizarre, je suis pas végétarien, je l'ai déjà été d'ailleurs. Mais bref, ils font une curve de bateau, ils se parlent en Inuktitut, je comprends rien. Là, je fais qu'est-ce qui se passe? Là, moi, je suis juste comme, je mets ma wide, puis je vais documenter. Je vais en documentaire. Puis là, genre, je les suis dans leur tactique, mais tu sais, je comprends rien de ce qu'ils disent puis ce qu'ils font. Puis là, ils s'accostent derrière une roche. Là, genre, je sors du bateau avec lui. Je fais OK, je prends des photos. Il sort avec son gun. Va en haut de la roche. Tac, 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 tac. Ah non. Là, mais je savais que ça s'en venait, mais tu sais, je l'ai jamais vécu, moi. Ça doit être surprenant quand même, là. Ouais. Puis là, je me lève, je regarde la roche, puis là, genre, estomaqué, là, les dizaines de bernaches ensanglantés les coups cassés. Puis là, ils courent, puis tu sais, il en tue 2-3. Puis là, il me crie après de pogner les bernaches. Puis là, moi, j'étais avec un autre gars qui organise le voyage. Puis là, genre, je sais pas comment tuer une bernache, j'ai aucune idée, mais comme là, il gît en dessous de moi, il y en a plein, puis il souffre. Puis je suis comme, faut que je l'aide. Puis là, il me dit de les tuer, mais je sais pas comment, tu sais. Bref, long story short, on revient avec les bernaches dans le bateau, il y en a pas, ils 13, je pense. Les gars sont tellement contents, là, genre, ils sourient, là, je les ai pas vus heureux de même, là, depuis, de toutes les expéditions, tu sais. Puis on revient au village, là, on avait pêché ailleurs aussi. Mais nous, on n'avait pas le droit de pêcher parce que on était off saison. Fait qu'ils pêchaient des saumons, tu sais, du saumon. Ils ramènent ça au village, puis là, le soir, je les vois, là, ils sont allés donner des bernaches aux aînés. Tout le monde dans la communauté, ils ont partagé tout. Puis j'étais comme, waouh, ça, il y a quelque chose de fort là-dedans. Là. C'est pas le petit poulet à 8$ de IGA que tu vas acheter. Là. Non. Tu sais, comme c'est de la viande saine. Elle a été tuée, ils n'en tuent pas à outrance, vraiment pas. C'est pas une chasse comme au sud qui sont cachés, là. C'est tough, chasser des bernaches là-bas, là, c'est plat. Puis... Mais tu sais, la nourriture a beaucoup plus de valeur. Je pense que quand tu l'achètes au IGA, puis c'est comme si tu avais acheté des céréales, ou tu avais acheté... tu perds quasiment la notion que c'est un animal vivant que tu es en train de manger. Les céréales, le grain, le champ, on pense pas à ça. Non, c'est ça. C'est comme si c'est un produit que tu achètes, puis alors que... Tu as toujours accès aussi, là? Ben, c'est ça, c'est pas une ressource. Tandis que la personne qui va chasser comme ça pour se nourrir, c'est une autre signification. Non, c'est beau. Ben, je dis que c'est beau, mais c'est beau pour vrai de voir des gens qui le chemin de l'animal qui meurt jusqu'à la table est là, mais comme dans un contexte qui n'existe plus ailleurs dans le monde. Dans le sens que on peut tout manger autrement. Aujourd'hui, on peut tout être végétarien. Ça se peut pas là-bas. Là. Ça se peut pas là-bas. Puis le soir même, ils sont venus nous donner du saumon. Ils sont venus cogner, on fait « Hey, on a du saumon, voulez-vous? » En fait, « Ouais, on a cuisiné, je l'ai overcook. » C'est un saumon sauvage, puis ils sont pas striés de gras comme ceux qu'on achète. Ça cuit en 2 secondes. C'est clair. Fait que, tu sais, il y a ce partage-là, cette communauté-là, c'est assez exceptionnel. Puis, tu sais, en allant au Nunavik, moi, j'allais là juste pour la fonte, puis j'ai réalisé que la culture, le peuple est tellement intéressant.
Est-ce que c'est des photos, sans parler de cette chasse-là, mais au niveau de la culture puis tout ça, c'est-tu des trucs qu'on va éventuellement retrouver soit Dans le livre, dans un livre ou même... Dans le livre écrit, il va y avoir les photos. Je pense que je vais mettre je ne mettrai pas de portrait. J'ai tous les accords, je leur ai fait signer des trucs, mais je trouve ça complexe de mettre des visages et tout ça. Fait que on va voir des Inuits ou nous autres en action, mais je ne vais pas trop focusser ça sur eux. Puis je trouve ça important pour plein de facteurs. Moi, je suis pas tant à l'aise de mettre leur face, là, comme regardez comment ils sont beaux, tout ça. Parce que c'est vrai, j'ai des belles photos là, avec leur parka, là, puis c'est souvent leurs femmes qui les ont fait. Ils ont chassé le truc, la fourrure autour. Puis il y a une histoire, le duvet, tout fait à la main là-bas. Là. Puis ça, il y a un livre qui pourrait être consacré à leurs vêtements modernes, comment ils les font, au lieu de faire venir des Artériques du Sud. Mais c'est ça, je vais essayer de montrer qu'est-ce que j'ai eu comme expérience de eux en action sans trop montrer, sans trop être sur l'individu. Puis j'ai aussi choisi dans mon livre, c'est une décision de départ, tous les noms des gens, même que des fois je change le genre, tout est changé. Parce que je veux pas, tu sais, puis c'est pas parce que je raconte des choses fausses, tout ça, c'est juste que moi, je serais pas à l'aise que quelqu'un écrirait un livre sur... Il était avec moi durant l'expédition, puis il dit ce que je faisais, puis tout ça, puis il me dépeint comme un personnage. Fait que puis j'ai lu, je me suis renseigné, puis je pense que c'est une belle façon de le faire parce que, justement, tu sais, je raconte rien de négatif sur personne dans le livre, là. Mais tu sais, même par respect pour les Inuits que j'ai côtoyés, je veux pas raconter qui a fait quoi. Puis je veux qu'on se focus, qu'on se concentre un peu plus sur l'histoire, le thème, le sujet sous-jacent de ça. Puis je vais nommer les noms de places, mais la majeure partie des places aussi, je vais les rendre un peu floues. Parce que je veux pas non plus être un... Ça s'est vu, ça, avec Vincent Meunier à bien des endroits, là, pour le Léopard des Neiges. Je pense qu'inconsciemment, il a popularisé ça, puis c'est devenu... une quête. Une quête que trop de gens vont, puis c'est rendu... Quête commerciale. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut toujours faire attention de l'impact qu'on a, puis on la connaît pas, notre impact, souvent. Parce qu'on s'entend que lui avait probablement jamais prévu que ça allait finir de même. Ben non, c'est... Mais, tu sais, je pense que c'est ça, on sait pas l'impact, fait que je vais minimiser le plus possible exactement où je suis allé. Tu sais, les noms de lodge sont pas dedans, là. Je suis là. Pas pour pas donner de pub, mais je veux pas non plus que ça soit un outil de promotion. Je veux que ça soit une œuvre, que ça soit des récits. Puis je veux que ça parle du sujet sous-jacent d'un photographe qui va au Nunavik pour voir la faune, qui rencontre une culture finalement, puis qui voit de la faune, puis qui trouve ça dur aussi des fois, tu sais, que c'est pas juste la vision du paradis, le Grand Nord, là, moi, j'ai pas beaucoup connu les aspects sociaux, là, parce que j'avais toujours du fun avec les guides que j'étais, mais il y a une vision aussi, c'est spécial le Nunavik à bien des égards, là. Puis même quand t'es tout seul dans la toundra, tu réalises qu'il y a rien, puis c'est plate des fois. C'est plate à dire. C'est ça, c'est normal. C'est long, tu sais, puis t'es pogné là, tu sais, contrairement à des endroits où tu te dis, OK, c'est long à Bay James, je reviens en char, tu sais. Où je m'attasse, là, t'es juste comme, il n'y a pas d'avion qui vient ici pendant 2 semaines, là. Tu te sens... Tu peux te sentir claustrophobe dans cette immensité-là. C'est bizarre à dire, là. Ben, ça fait du sens aussi en même temps. T'es isolé, puis... Mais ça fait partie de l'aventure. Puis c'est ça, je veux que le livre parle de ça plus que des individus que j'ai rencontrés, là, parce que, comme je dis, tu sais, puis faites l'exercice, là. Mettons, on fait un voyage les 3 ensemble, là, puis on écrit tout un livre, puis on se nomme. C'est bizarre de parler. C'est juste bizarre. Puis là, tu dis, il va le lire. Puis là, lui, il se rappelait-tu de ça comme moi, je m'en rappelle. Puis évidemment, personne vit la même chose. Non, exact. Puis comme je dis, c'est pas négatif, mais j'étais juste pas à l'aise dans cette... Oui, mais après ça fait partie... C'est pas un documentaire non plus que je fais, tu sais. Tous les faits sont vrais, mais comme... Je veux que ça reste un récit artistique, tu sais, qu'on sente le cheminement de quelqu'un qui est moi. Puis c'est bien correct. Mais tu sais, c'est encore... Ça se peut que je change tous les noms pour les vrais. Enfin, j'étais en processus. Jusqu'à temps que ça soit imprimé. Tout peut changer tout le temps. Là. Le texte, je trouve que c'est la partie la plus... Quand le texte va être envoyé à la correctrice, le fun commence de placer les photos. Puis mais le texte, c'est quand même... ça demande une rigueur. C'est à la limite mathématique, le texte. Tu sais, t'en as écrit, c'est aussi... Il y a des règles. Tu peux pas... jouer avec le contraste d'un texte, là. Oui, mais tu sais...
pas écrire ça comme tu parles. Non, c'est ça. Ouais. Si on voulait, mettons, conclure notre échange, parce que malheureusement, ça a une fin, comment tu vois la photo ou que tu aimerais que la photo évolue dans les prochaines années? Comment tu vois ça pour toi puis pour le monde de la photo en général? As-tu un souhait? Un souhait, des conseils? Comment tu vois ça? Ça se passe bien. Ouais, c'est déjà important. Pour y répondre après moi à la question, j'aimerais savoir vos avis, mais je pense que c'est difficile. Il y a peut-être une semaine, j'aurais répondu, une semaine ou deux, j'aurais répondu que je souhaite que la photographie animalière grossisse en popularité encore. Puis qu'elle devienne, je le souhaite encore, là, qu'elle devienne un secteur, ou du moins un vecteur économique important qui pousse plusieurs entreprises à développer sur des territoires variés comme des ZEC, des offres touristiques. En étant beaucoup à pratiquer la photographie animalière, on a en ce moment un certain poids économique. Puis je pense que c'est la seule façon d'avoir un réel pouvoir pour changer les choses, c'est l'argent. Plus on a d'argent, plus on est beaucoup à dire on veut ça, plus il y a de l'argent qui bouge avec ça, plus on est écouté à dire OK, on va protéger ce secteur-là parce qu'il y a beaucoup de cette espèce-là. Puis il y a un petit secteur de cet endroit-là qui crée de l'argent parce que les gens viennent voir les caribous, viennent voir ça. Puis des fois, c'est difficile de mélanger nos deux visions, de dire OK, on veut que ça soit plus populaire, mais avec ça c'est qu'il y a plus de gens. Ouais, et une des raisons pourquoi on fait ça, nous, c'est pas nécessairement pour être en gang. Puis je tiens à le dire au micro en ce moment, une de mes plus grandes convictions, c'est de dire la photographie animalière, c'est pas une activité sociale. Puis ça peut être mélangé des fois, mais principalement, quand on est trop, on dérange l'animal, on n'est tous pas capable de faire une belle photo. Puis moi, j'ai vécu mes plus beaux moments à petits groupes, là, on peut être 2, 3, là, c'est une limite, là, avec des gens de confiance, aussi, ça dépend des animaux. Mais je pense que c'est ça, il y a une réalité, puis c'est pour ça que je disais il y a une semaine, j'aurais dit ça, là, il y a une réalité de dire, avec la popularité vient une quantité de gens, avec une quantité vient un argument économique de dire, OK, on est capable de dire, protégeons cet endroit-là parce qu'il n'y a plus juste des jobs de foresterie, il y a des jobs de guide, il y a des jobs d'hébergement, puis on crée une richesse en coupant rien, puis en protégeant. Mais de l'autre côté, on dénature un peu ce qu'on fait, dans le sens qu'on fait ça pour être en communion avec la nature, c'est calme. Moi, j'aime beaucoup le silence, tout ça, puis c'est très difficile quand il y a beaucoup de monde d'être silencieux, puis de ne pas se piler ses pieds, puis d'observer aussi un comportement naturel. Fait que, tu sais, ça vient avec tout ça. Fait que je souhaite que le bassin de photographes animaliers augmente, puis que ça augmente proportionnellement à la conscientisation par rapport à l'éthique, d'être comme plutôt solitaire, si on veut. On a la chance d'avoir de quoi au Québec que la France n'a plus, c'est un territoire vierge. Oui, un grand territoire vierge. Immense. Immense. Puis tu sais, nous trois, on explore le nord du Québec, Beijing, tout ça, puis vous le savez, là, on connaît pas tant que ça, le nord. Tu sais, je veux dire, on y va à chaque fois, puis on découvre de quoi là, c'est immense, puis on se pile pas ses pieds. C'est tellement grand. Il y a tellement de secteurs que j'ai jamais explorés. Je sais pas si cette route-là va où, c'est des chemins de bois, tout ça. On jouit de ça, puis on le découvre à peine. Puis je pense que quand on va prendre conscience de cette richesse-là, oui, le milieu va commettre des erreurs qui vont mener à l'espèce de légifération, je pourrais dire, à certains égards, mais c'est comme toute passion, comme la chasse qui existe depuis la nuit des temps. Elle a connu ça. Il y a eu des lois, des légiférations, puis maintenant, c'est un vecteur économique très légiféré qui rapporte énormément d'argent. C'est pourquoi on voit que dans nos forêts, la seule offre qui existe en automne, c'est la chasse. Mais je pense que la photo va passer par là aussi. Puis tu sais, je suis pas contre la chasse, mais je pense qu'on aurait besoin d'une meilleure démocratisation de nos forêts par rapport aux passions de chacun. Je trouve ça plate qu'on dise que quelqu'un a plus le droit d'aller récolter un orignal que moi qui veux aller le photographier. C'est pas valable. Fait que tu sais, c'est pas encore là, c'est pas être contre la chasse, c'est juste de dire, mais il semble que ça manque de lieux d'observation au Québec. De zones, tu sais, on va le dire, une zone où c'est un bûcher frais qui a été fait par l'homme, puis on peut voir des orignaux. Parce qu'il y a aussi la tendance à dire, on veut observer des animaux, mais on veut pas agir sur le terrain.
Puis c'est bizarre parce qu'on se dit comme, à l'époque où on a le droit d'agir pour détruire le territoire, mais quand on veut favoriser la présence d'un animal à certains endroits, c'est mal vu. Ouais. Puis moi, je suis comme, pourquoi pas? Il y en manque des animaux. Il n'y en aura jamais trop d'animaux, là, on s'entend? Là? Mais c'est toujours un peu... parce que c'est difficile de dire que la meilleure manière, c'est de ne pas intervenir sur un territoire pour le protéger, alors que partout autour, il y a de l'aménagement qui est fait. Ça se fait dans tous les cas. Même les densités de population, des fois, d'animaux sont plus faibles dans les territoires protégés que dans les territoires qui sont chassés ou aménagés. Mm-hmm. Puis, tu sais, on le voit, là, comme on disait tantôt, les parcs, aucun aménagement pour favoriser, mettons, l'orignal. Tout autour, c'est des réserves, c'est des bûchers qui sont coupés, puis étrangement, c'est des secteurs de chasse qui s'ouvrent. Fait que, tu sais, veux pas, c'est facile à comprendre qu'il y a de l'économie, il y a de l'argent qui se génère, mais ce qui est intéressant, je pense, puis qu'il faut regarder, qui me donne de l'espoir pour ça vers le futur, c'est que le nombre de gens qui viendraient au Québec, des Français surtout, ou même des familles du Québec, que tu leur dis, hey, si tu vas là, tu sais, il y a une petite passerelle, ils font il y a un guide, il y a de la... comment t'appelles ça? L'information qui est donnée. L'interprétation qui est donnée, puis tu marches, puis c'est à peu près sûr, tu vas voir des orignaux, ils sont tous dans la petite aménagée là-bas, ils sont sauvages, puis ils peuvent partir quand ils veulent, tu sais. Mais il y a de la nourriture pour eux, là, parce qu'il y a des pousses fraîches, puis ils expliquent que justement l'orignal... Tu sais, comme combien de gens paieraient si tu leur dis qu'il y a des grandes chances que tu vois des orignaux avec ton kid? Ouais, c'est sûr. C'est fou, là. L'industrie touristique, effectivement, il y a un gros vecteur économique à faire là-dedans, puis qui peut être soit aussi fort, même plus, peut-être, même que d'autres secteurs comme la chasse ou la foresterie. Oui, puis tu sais, encore là, je pense que tout le monde a le droit de faire ce qu'il fait. Tu sais, on se met dans les bottines de chacun, puis on peut pas juger un chasseur, on peut pas... Non, exact. Mais je pense que ça va prendre de plus en plus de place, puis qu'on le veuille ou non, il va y avoir probablement plus de photographes que bien d'autres passionnés de d'autres choses. On en constate déjà. Exact. Ouais. Voilà. Ton plus grand souhait? Vous autres? Vite. Mais moi, je te rejoins pas mal là-dessus, puis même que je rajouterais que le fait de... Tu sais, plus de monde s'intéresse à la photo, puis plus ça devient accessible pour... On met ça en guillemets, mais avoir en tout cas accès à plus de territoire. Mais ça fait accès que, tu sais, on se pèlera peut-être pas plus ses pieds non plus parce qu'on aurait accès à plus de territoires durant des périodes. Parce qu'après ça, c'est d'avoir accès à ces territoires-là dans des périodes qui nous intéressent aussi. Parce qu'après ça, tu peux aller justement dans les territoires où il y a de la chasse, tu peux y aller au printemps ou à l'hiver. Mais c'est des territoires soit qui sont inaccessibles ou qui ont moins des sujets intéressants à photographier. Là. Donc, c'est un peu ça, mais le fait, effectivement, d'avoir accès un peu plus à... Puis, tu sais, après ça, c'est plus facile, plus il y a de passionnés, plus les gens vont être conscientisés à protéger ces espaces-là. Puis après ça, puis beaucoup l'aspect, justement, de, avoir plus de passionnés qui s'intéressent à la photographie, mais tu parlais du côté éthique aussi, puis pas que ça vienne avec le côté de dégradation de la nature, mais au contraire, qu'on en protège plus des territoires, puis qu'on ait un apport positif au lieu que ce soit négatif, le fait qu'il y ait plus de monde. Ouais, c'est vrai. C'était sur ta dernière pensée, je pense. Là, mon idée, c'était plus de... oui, je suis pour plus de photographes, mais j'aimerais ça que les nouveaux photographes qui se joignent à cette passion-là le fassent pour les bonnes raisons, là, simplement. C'est que la nature redevienne une priorité et non, mettons, avoir 100 likes justement sur une photo ou avoir plein d'abonnés ou avoir ci ou avoir ça, mais revenir à quelle est l'expérience qu'on vit avec l'animal, puis c'est quoi la relation qu'on est capable d'établir avec eux, puis les moments magiques qu'on passe dehors, que ce soit avec un appareil photo ou sans. Fait que juste c'est ça. Oui, intéresser les gens à la photo, mais qui s'intègrent de la bonne façon avec, justement, une éthique puis une approche qui est respectueuse de la nature, puis qu'on travaille tous dans le même sens pour, justement, en faire la promotion puis que ça devienne plus gros, mais de la bonne façon. Là. Je pense que c'est réaliste, en plus. Là. En tout cas, j'espère. Là. Puis c'est important que tu te dis de dire, pas nécessairement avec un appareil photo. Là, cette année, c'est la première année que je me suis payé des vraies jumelles là, qui ont coûté cher. Là. Non, mais j'ai peur tout le temps, puis j'ai brise tout le temps. Mais là, cette année, j'en veux, puis parce que j'avais essayé d'autres jumelles, puis pour vrai, là, le nombre de fois où je fais, tu sais, où il est trop loin, puis je fais juste, tu sais, le coyote que j'ai vu la semaine passée, il était bien trop loin. Mais juste observer, là, tu sais, des bonnes jumelles, là, tu vois plus clair qu'avec tes yeux, quasiment. Puis c'est la définition, puis tu peux vraiment comme...
tu le sais que t'as pas d'impact sur l'animal, il sait pas que t'es là. Ouais. Puis, dans les jumelles, t'as pas besoin qu'il soit gros nécessairement dans ton corps. Même s'il est loin et il est petit dans la jumelle, tu l'apprécies quand même. Alors que ah non, c'est vraiment le fun. Observer, là. Juste exact. observer. Là. Puis, quand on est au Leaf River, là, pour les caribous, là, on passe des journées là, juste à regarder des jumelles. Puis, il y a genre une ligne de caribous, on les verra jamais. Mais comme, on passe des heures à les regarder. Puis, c'est juste le fun. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut ramener. T'sais, on le fait, oui, pour la photo, mais on a tous nos plus beaux souvenirs sont souvent comme avant puis après la prise de la photo. Là, du moment qu'on a vécu, des belles neiges qui tombent, on vit tellement des beaux moments, là, on est tellement chanceux de vivre ça que la photo souvent nous rappelle le moment. C'est ça que j'allais dire, la photo est juste là pour rapporter le souvenir à la maison finalement. Là. Puis partager un peu avec les autres, c'est comme de... t'immortalises une expérience. C'est ultra cliché de dire ça, mais c'est ça pareil. Non, c'est souvent cliché, mais c'est vrai. Ouais, exact. Voilà. Ça finit sur une belle note quand même. Ouais, c'était vraiment le fun. Non, c'était le fun de jaser avec vous, puis comme on dit, on prend pas souvent le temps sur le terrain de jaser assis sur une table. En plus, à l'intérieur. Ouais. Ben, merci. Hein? Ben ouais, merci à vous autres. Yes.